Bienvenue chers passionnés sur cette nouvelle vidéo, ici Spartan et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir interviewer un nouvel artiste pour digitalpainting.school. Il s'agit de Steven Korman qui est concept artiste, matte painter, CG généraliste et qui fait aussi de la direction artistique. Donc cet homme à tout faire est en fait un spécialiste de la création d'environnements et de décors, notamment pour le cinéma où il a travaillé sur des blockbusters impressionnants, mais également sur des trailers de jeux vidéo tout aussi époustouflants. Comme tu peux le voir, ces images sont tout simplement époustouflantes et photoréalistes. Et c'est ce qu'il recherche car c'est le public final qui verra son travail, il faut donc qu'il soit parfait. Il va donc nous présenter son métier, mais également son processus de création. En plus de ça, Steven est en grande partie autodidacte. Il va donc nous parler de son parcours et de sa formation et nous distiller plein de conseils et nous parler également des difficultés qu'il a rencontrées. Un grand merci à Steven d'avoir partagé autant de choses dans cette interview et à toi, cher abonné, j'espère qu'elle te plaira. En tout cas, on attend tes commentaires à la fin. Salut Steven. Salut. Merci déjà d'avoir accepté cette interview. Tu es concept artiste, matte painter, CG généraliste. Donc c'est un peu compliqué, ça fait beaucoup de choses. Je vais te laisser commencer par te présenter déjà et nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais. D'accord. Oui, bonjour à tous et merci à toi de m'avoir invité d'abord. Je t'en prie. Donc voilà, donc moi c'est Steven Korman, donc je suis principalement, on va dire, matte painter / CG généraliste. Je mets souvent ces deux-là en même temps parce que c'est plus ou moins le même job, parce que pour ce qui est de matte painting, je veux dire, les techniques ont tellement évolué que maintenant on fait de plus en plus de la CG, donc c'est pour ça que je me considère maintenant plus comme un CG généraliste. Et concept artiste aussi parce que ça fait toujours partie de mon boulot quand même. On va dire que je prends en charge tout ce qui est environnement. Donc concept art et art direction, ça fait partie de mon boulot aussi. Mais voilà, donc c'est quand même principalement CG généraliste, matte painter. Donc mon boulot, on va dire, c'est de prendre en charge des plans d'environnement de A jusqu'à quasiment Z, la plupart du temps. Donc voilà, ici, je travaille principalement en freelance, en tout cas jusque récemment, parce que là, je viens de rejoindre Axis Animation à Glasgow. Donc maintenant, je travaille principalement sur des cinématiques de jeux vidéo. J'avais déjà travaillé avec eux un petit peu avant, comme ici par exemple sur Destiny 2. Mais avant ça, sinon, donc j'ai travaillé chez ILM à Londres. Où là, évidemment, travaillé donc sur des films où j'ai fait Jurassic World, un petit peu sur Ready Player One aussi. Et ouais. Des petits projets. Des petites franchises, ouais. et donc voilà. Donc j'ai commencé il y a maintenant 5 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, donc voilà, matte painter, généraliste, un peu de concept art aussi. Donc c'est pour ça que généralement, je dis artiste en général parce que je fais beaucoup de choses différentes. Tout simplement plus orienté environnement, on va dire. Donc voilà. Justement, on va parler un petit peu plus concrètement de ce que tu fais parce que sur la chaîne, finalement, il y a déjà eu pas mal d'interviews de concept artistes, certains d'ailleurs orientés vers de l'environnement, du landscape. Mais c'est vrai que tu es plus orienté finalement comme tu l'as dit, vers le CG, vers le matte painting. Et donc, lorsque tu fais les environnements, c'est pas forcément dans un cadre de concept art pour de la pré-production, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est exactement ça. La principale différence, évidemment, c'est que quand on fait du matte painting, c'est toujours en post-prod. C'est le travail, donc on va le voir tel qu'il est au résultat final. Donc c'est principalement ça que je fais, en fait. Je prends des plans en compte de A à Z. Et voilà, et donc toi, il faut que ce soit parfait, que l'image soit parfaite. Voilà, exactement. Donc oui, donc le travail que je fais se retrouve tel quel à l'écran. Donc c'est ça qu'on voit quand on va voir le film ou quand on regarde la cinématique. Et maintenant, quand on parle de matte painting, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques ont tellement évolué que... justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment est-ce que justement ça a évolué? Justement, si on monte, je vais pas remonter. Déjà, c'est un art très très ancien, le matte painting. C'est aussi vieux que le cinéma en fait. Mais ça a énormément évolué. On va dire que jusque dans les années 80, on va dire, les débuts des années 90, c'était toujours du matte painting traditionnel où c'était peint donc à la main en fait sur des grandes pièces de glace, on va dire. Et de verre, ouais, de verre, voilà, c'est ça, oui. Vous m'excusez parce que je parle tellement anglais que parfois je ne retrouve plus le mot en français. Pas de souci. Donc, donc on peut voir ces matte paintings-là, par exemple, dans les vieux Star Wars, les films Indiana Jones. Je suis certain que vous en avez déjà vu pas mal. Et ensuite, à partir des années, fin des années 90, je pense que ça a commencé principalement avec les préquels de Star Wars. On a viré au digital, en fait, avec l'arrivée de Photoshop. Et là, les techniques utilisées, c'était principalement donc, du Photoshop et beaucoup de digital painting.
On a commencé un petit peu à utiliser de la 3D aussi, mais c'était toujours quand même beaucoup de 2D. Et on utilisait des projections alors pour animer ça. Ce qu'on fait toujours maintenant, mais de moins en moins sur des films. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai travaillé chez ILM à Londres, c'est un workflow qui est, on va dire, à 90% 3D. On utilise des programmes comme ZBrush, Maya. Alors, je précise juste, pardon de t'interrompre, 90 pour les Français, donc c'est 90%. Excusez-moi, oui. Je viens de Belgique, en fait. C'est pour ça que je prends la liberté de préciser ça. Pardon, Ouais, ouais. je te laisse continuer. Donc, en fait, je suis né aux États-Unis, mais j'ai vécu beaucoup en Belgique, donc je m'en mêle un peu entre toutes les langues et c'est parfois un peu la confusion pour moi aussi. Donc 90, ouais. Donc, ce qu'on fait maintenant sur les films, quand vous voyez toutes les grosses franchises qui sortent maintenant, on va dire, allez, quasiment à 100%, honnêtement, c'est de la 3D. Donc, c'est plus tellement le matte painting tel qu'on connaissait il y a encore une dizaine d'années. Je pense que ça a commencé surtout après la période, à partir d'Avatar, en 2009, c'était ça, je pense. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à virer de plus en plus full CG. Et donc, les techniques vraiment de Photoshop, Digital Painting sont de moins en moins utilisées et on pousse les environnements 3D de plus en plus loin, en fait. Et c'est pour ça qu'on a progressivement passé de matte painter à généraliste, en fait. D'ailleurs, chez ILM, ils n'ont plus les départements matte painting, c'est CG généraliste, où le job consiste, en fait, à faire les plans de A à Z, principalement en 3D, et faire même le compositing aussi, en tout cas ce qu'on appelle un P-comp. Donc, c'est amener le plan, en tout cas, le plus loin possible. Après, on passe le plan au compeur qui, lui, va atterrir dans l'animation, tout ce qui vient des autres départements comme FX, etc. Et voilà, donc matte painting, c'est très, très large parce que, par exemple, pour ce qui est des workflows, je ne vais pas dire qu'il y a une infinité de workflows, mais il y en a énormément. Pour chaque plan, on peut avoir une technique complètement différente. Donc, ça dépend vraiment. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont souvent assez confus. Quand on parle de matte painting, c'est un sujet qui est assez difficile à aborder d'abord. Mais voilà. Et en plus, chaque matte painter a un peu son type de workflow aussi. Moi, par exemple, au début, j'étais fort 2D, donc photo, digital painting. Et après, je suis passé de plus en plus vers la 3D. Et ce que je fais maintenant, comme ici, le dernier taf que j'ai posté, c'est à 100% de la 3D, à part le ciel, je veux dire. Et justement, est-ce que c'est un de tes défis aujourd'hui de réussir à tout faire en 3D sans 2D? Pas forcément. On va dire que mon objectif principal, c'est toujours que ça rentre bien et que ça aille vite. Et si je vais de plus en plus vers la 3D, c'est simplement parce que je trouve que c'est de plus en plus facile et de plus en plus rapide et ça permet d'avoir un rendu super réaliste. Et personnellement, c'est toujours ce que je vise la plupart du temps, un truc qui est vraiment très convaincant, qui crée l'illusion parfaite, parce que c'est ça le but en fait d'un matte painting, surtout quand on bosse sur des films, c'est qu'ils soient entre guillemets invisibles, qu'on sache pas que ce sont des effets visuels en fait. Donc, et je trouve que la 3D permet de plus en plus d'atteindre ça. Après, je mets toujours quand même une limite. Si je sais qu'à un moment donné, je vais avoir un meilleur résultat en utilisant de la 2D, je vais repasser à la 2D. Et je pense que c'est là où est toute la difficulté, en fait. Savoir où s'arrêter dans la 3D, ou plutôt où s'arrêter dans la 2D et passer à la 3D. Avoir une bonne balance entre les deux. Donc, je suis assez technique dans mon workflow, mais je garde toujours une certaine partie de 2D quand même. Ouais. Donc, finalement, un matte painter doit être super souple. Il doit savoir s'adapter au pipeline, il doit savoir s'adapter au plan qu'il doit réaliser, à ses propres affinités aussi. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça de plus en plus des généralistes, parce que c'est vraiment ça, en fait. Et c'est pas généraliste dans le sens, on fait un peu tout, mais on maîtrise rien. C'est pas du tout ça. Il y a énormément de software qu'on utilise et on appelle ça généraliste parce que le but, c'est de créer un plan de A à Z. Donc, c'est pour ça que les matte painters sont toujours utilisés, parce que l'avantage, c'est qu'on peut bosser parallèle au pipeline, en fait. On n'a pas besoin de dépendre des autres départements. On est capable de faire un plan nous-mêmes à une personne de A à Z, en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça généraliste. Ok, bon, de toute façon, tu vas nous montrer un petit peu plus tard justement ton processus et comment est-ce que tu as créé certaines de ces images. Mais je te propose maintenant de nous montrer justement quelques-uns de tes projets, de tes récents projets, et de nous en dire quelques mots dessus, si tu veux bien. Ouais. On va commencer par ici le plus récent que j'ai fait. C'est un projet assez rapide, en fait. J'ai mis peut-être une journée à le faire. C'est un petit projet que je fais, je veux dire, avant et après le boulot, juste pour m'entraîner, pour apprendre des nouvelles techniques. Et celui-ci, par exemple, voilà, c'est un de mes workflows où c'est 90% de la 3D. La seule chose qui est de la 2D, c'est le ciel. Et un petit peu de painting pour faire la jointure parfaite
entre la CG et le ciel, on va dire. Mhm. Ici, on peut voir par exemple la CG sans les textures. Ici aussi. Et donc voilà. Et l'avantage quand on fait un truc comme ça qui est quasiment full CG, ben, c'est que c'est beaucoup plus facile pour l'animer. Donc ici, voilà, je peux montrer l'animation. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, je trouve, représentatif de ce que j'ai fait, par exemple, chez ILM et ce que je fais maintenant chez Axis aussi. C'est vraiment exactement ça que je fais. Donc, je Ok. crée ces shots d'environnement vraiment complètement moi-même, en fait. Et Et ça donc permet ça, d'aller... Pardon? pardon, et tu disais ça, c'était une journée. Ça, c'est une journée, oui. Après, j'ai aussi utilisé des assets qui sont déjà faits de Kitbash 3D, qui est une ressource géniale d'ailleurs, que j'utilise souvent. Donc, ça va très Mhm. vite. Et même le sol, ça va très vite parce que avec tout ce qui existe maintenant comme ressources, avec tout ce que j'ai accumulé comme librairie de textures, je trouve que ça va de plus en plus vite pour créer ce genre de plan-là. Et aussi, j'utilise le rendu GPU. Donc, avec quelques bonnes cartes graphiques, on peut avoir un rendu très rapidement. Ici, je pense que ça a pris 2-3 heures pour rendre tout le plan. Donc, ça peut aller très, très vite. Avec combien de cartes graphiques, par curiosité? Moi, j'en ai qu'une seule, honnêtement. Donc, j'ai même pas une machine si puissante que ça. Au boulot, j'ai un truc un peu mieux, forcément, mais à la maison, j'ai qu'une seule carte graphique. Donc, c'est pas forcément idéal. J'aimerais bien en avoir plus, mais même avec ça, il y a moyen de s'en sortir, en fait. Si on manage si on gère son temps, on va dire comme il faut, il y a moyen. D'accord. Et bon, on va parler un petit peu technique pour ceux que ça intéresserait, mais histoire de savoir, tu es sur quel moteur actuellement? Donc, voilà. Niveau moteur de rendu, j'utilise Redshift et j'utilise le plugin Redshift pour Maya, qui est mon programme principal. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Cinema 4D Octane, surtout en concept art, et c'est super chouette. Mais je préfère Maya tout simplement parce que c'est toujours le standard qui est utilisé dans l'industrie. Mhm. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi d'utiliser Maya. Ça me permet d'apporter les assets, animation, les caches d'animation des autres départements beaucoup plus facilement. Et c'est juste un logiciel vraiment très complet. Et surtout, Redshift est vraiment très bien intégré pour Maya, en fait. Et voilà, j'adore Redshift, c'est vraiment excessivement rapide. Personnellement, je trouve que c'est encore plus rapide qu'Octane, même si j'aime bien Octane aussi. Mais voilà, donc Maya, Redshift, un peu Photoshop aussi, toujours. Ce sont mes programmes principaux, on va dire. Après, il y a toute une flopée de plus petits softwares que j'utilise sur le côté, on va dire. Les plugins aussi. D'accord. Et on reparlera d'ailleurs un peu plus tard du travail en équipe et justement des contraintes que ça peut t'apporter. Je Ouais. pense que c'est aussi un sujet assez intéressant. Bah, je te laisse peut-être nous montrer quelques autres projets si tu veux bien. Ouais. Ça, c'est un autre que j'ai fait récemment. Vas-y. Ici, c'est plus pour mon. C'est juste des images fixes. En fait, ici, je ne comptais pas faire d'animation. Donc, c'est plus du concept ici. Ça, c'est le genre de technique que j'utiliserais plus pour faire du concept art. Et finalement, c'est plus ou moins la même technique que j'utilise pour faire mes plans animés, sauf que j'anime pas les plans et que je fais un petit peu plus de Photoshop par-dessus. Ouais. Donc, ici, on va dire que c'est allez, 80% de la 3D. Après, il y a la 2D pour tout ce qui est le background, les montagnes, le ciel. Ajouter un petit peu l'atmosphère, le détail dans les textures. Mais sinon, c'est principalement de la 3D. Donc voilà, petit projet pour mon plaisir personnel aussi. Une petite journée. Non, un petit peu plus quand même. C'est-à-dire que la modélisation de ce véhicule-là a pris un peu plus de temps, forcément, mais c'est un véhicule que j'avais déjà fait il y a un bon bout de temps. En fait, j'avais juste envie de le réutiliser et voir ce que je pouvais améliorer, par exemple, avec les nouvelles techniques que j'avais appris en texturing, par exemple, et faire quelques images un peu chouettes. J'aime bien, en fait, parfois revenir vers mes anciennes images, reprendre les assets 3D que j'ai faits et essayer de faire des images qui sont mieux que celles que j'avais fait, en fait. Parce que je peux remonter, par exemple, à la première image que j'avais fait avec ce véhicule-là, c'est celle-ci. Bon, je pense qu'elle tient toujours la route, mais, euh, mais voilà, j'avais envie de voir si je pouvais faire un texturing un peu plus avancé, faire une image un peu différente avec, et voir ce que je pouvais améliorer, en fait. Donc voilà. Ça, c'est une autre image récente aussi, pareil, plus du concept. Celle-ci, on dit que c'est peut-être 60% 3D, et après, je me suis fait un petit peu plus plaisir en 2D ici. De temps en temps, j'aime toujours bien, on va dire, arrêter de bosser en 3D, passer à Photoshop et commencer à bidouiller un ciel un peu sympa, commencer à peindre vraiment par-dessus la 3D pour gérer un peu l'atmosphère, on va dire détruire les rendus 3D pour en faire un truc un peu plus, j'ai envie de dire un petit peu plus stylisé, parce que c'est pas forcément super réaliste pour ce qui est du lighting, mais c'était un peu le but en même temps. J'avais envie de détruire un peu la 3D, de faire un truc un peu plus stylisé, on va dire. Donc voilà, c'était assez sympa. Ah, c'est chouette. Voilà. Ici, un autre projet complètement 3D. Ici, il y a 200% 3D. Donc, il n'y a pas du tout le 2D dans celui-ci.
Donc ça, c'est encore une fois le genre de workflow que j'utiliserai au boulot pour faire des plans. Sauf que celui-ci, je ne l'ai juste pas animé, mais sinon, c'est full 3D celui-ci. En utilisant encore une fois les assets de Kit Bash 3D qui sont vraiment super chouettes. Et avec ça, combiné avec un moteur de rendu comme Redshift, ça permet d'avoir un truc comme ça, mais vraiment très rapidement, 5-6 heures peut-être, quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu recherches, en tout cas c'est le sentiment qui s'en dégage pour moi, quelque chose de très atmosphérique. Je me trompe. Ouais, en fait, je suis super inspiré par les Hudson River Painters, je ne sais pas si tu connais. Bah oui, bien sûr. Ouais, T'es pas le premier d'ailleurs à en parler, hein. Je crois que le précédent qui s'était fait interviewer et qui en parlait comme source principale d'inspiration, ouais. je crois que c'était Sylvain Sarail qui fait justement du concept art de landscape, d'environnement principalement, quoi. Ouais. Donc ouais, déjà entendu parler. Ouais, j'adore vraiment exagérer un peu tout ce qui est God Rays, atmosphère, tu vois, pour faire un truc super épique. C'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, ça. Il y a une autre question qui me vient, justement, un matte painter, finalement, ce qui doit viser, que ce soit de la 2D, de la 3D, c'est surtout et avant tout le réalisme, voire le photoréalisme, puisque comme tu l'as dit, il ne faut pas qu'à l'écran, qu'on puisse voir que c'est faux, entre guillemets. Ouais. Et donc, j'imagine que ça t'oblige à avoir une connaissance et une maîtrise parfaite de la lumière. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu bosses en 3D, la lumière est calculée par le moteur de rendu, mais c'est clair qu'il faut avoir un très bon œil, j'ai envie de dire. Ouais. Tu dois vraiment pouvoir être capable de voir les couleurs, savoir dire, OK, là, il y a un peu trop de rouge, l'atmosphère n'est pas totalement réaliste. Donc, c'est pour ça que je passe énormément de temps à prendre des photos. J'ai mon téléphone avec moi tout le temps et tous les jours, je prends moi une dizaine de photos du ciel, de n'importe quoi que je vois, que je trouve intéressant. Et je me sers de ça comme référence, mais tout le temps. Je regarde tout le temps les paysages partout où je vais. Et ça m'aide beaucoup, en fait, à avoir un bon œil pour le photoréalisme, en fait, je pense. Parce qu'effectivement, c'est un truc super important, ça. Bah, c'est super, tu as justement anticipé ma prochaine question, qui allait être justement comment est-ce qu'on développe cet œil. Et donc finalement, ça fait combien de temps alors que tu fais cette petite pratique quasi quotidienne de photographie? Je crois que je l'ai fait toujours, en fait. À la photographie, ça, c'est, on va dire, les 2 dernières années où j'ai vraiment pris cette habitude. Mais sinon, même avant, en fait, parce que en fait, j'ai commencé à faire ce que je fais maintenant il y a environ 5 ans. Mais avant ça, j'étais musicien et je voyageais beaucoup. Et même quand je voyageais beaucoup, en fait, je regardais sans arrêt les paysages. Donc, je pense que ça m'a énormément aidé aussi à constituer, on va dire, une librairie visuelle, si je peux dire, qui m'aide toujours beaucoup maintenant, je pense. Ouais, donc être observateur, en gros. Oui, complètement. Les gens me demandent souvent comment est-ce que tu fais pour avoir un lighting réaliste, mais c'est pas une question de technique, en fait. C'est purement regarder une référence et arriver à la comprendre et la comparer avec ton travail et voir, OK, ça c'est réaliste parce que le fog est de telle couleur et le mien, il n'est pas réaliste parce qu'il y a par exemple un peu trop de rouge, il est un peu trop clair, il ne colle pas parfaitement, les valeurs sont un peu à côté. Donc c'est vraiment entraîner son œil, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ça, parce que là, on n'est pas justement dans l'illustration ou du concept art rapide, mais vraiment dans un truc qui doit être photoréaliste. Et quand je vois le degré justement de réalisme et de justesse que tu arrives à obtenir dans certaines images, enfin, dans toutes tes images d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez impressionnant en tant que pro, quand tu as déjà un œil que tu penses être développé, et tu te rends compte que là, c'est finalement quelque part poussé à l'extrême jusqu'au photoréalisme. C'est vrai que ça force le respect. On parlait de photoréalisme. Je vais dire que celle-ci, elle n'est pas forcément photoréaliste, mais c'est pas forcément ce que je cherchais non plus. Parce que bon, c'est une image personnelle, donc c'est le genre d'image où à un moment donné, je vais me dire, bon, je vais pas pousser la 3D aussi loin que ce que je ferais au boulot. Je vais plutôt m'amuser un peu et passer dans Photoshop, un peu peindre par-dessus, faire un truc qui est un peu exagéré, mais qui me plaît, tout simplement. Un peu plus épique que ce qu'on verrait en vrai, peut-être. Mais voilà. Si par exemple, on veut vraiment voir du photoréaliste à 200%, ben, on peut regarder ce qu'on fait pour les films ici, par exemple. Où là, le but, évidemment, c'est d'être totalement invisible, j'ai envie de dire. Par exemple, cette image-ci, voilà, c'est typiquement le genre d'image où le spectateur, il va voir ça, il va pas réaliser que c'est un truc qui est complètement fake, en fait. Alors qu'ici, le background, il est fait entièrement dans Photoshop, en fait. Donc, ici, l'actrice a été complètement découpée. Et le background était complètement remplacé par un truc que j'ai fait dans Photoshop, en fait. Et le but, c'est d'être complètement photoréaliste et invisible, en fait. Et pareil pour ici, voilà. Donc le truc ici a été filmé pour de vrai, mais vu qu'ils ont dû intégrer ce dinosaure qui ici va détruire l'escalier, il fallait entièrement refaire le fond.
Donc, on a juste découpé l'actrice, rajouté le dino, et tout le fond ici est refait entièrement en 3D, en fait. Voilà. Mais ça, c'est le genre de cas de figure où je vais pousser la CG, mais vraiment jusqu'à l'extrême. Il n'y aura probablement pas du tout de Photoshop dedans. Et on va vraiment bosser le lighting, changer vraiment les moindres petits détails jusqu'à ce que ce soit absolument parfait. Pareil pour ici, voilà. Donc ici, tout ça, en fait, c'est refait complètement en 3D. Ici aussi, par exemple, toute la pièce ou tout le dinosaure, en fait, elle est faite en 3D, quoi. C'est intéressant justement de voir que, et ça c'est toujours un aspect que j'aime bien mettre en avant, c'est pas forcément que des environnements hyper épiques avec des Voilà. grands paysages sans fin, c'est aussi quelquefois des environnements, j'ai presque envie de dire, presque invisibles pour le Exactement. spectateur. Et j'ai envie de dire que quand on bosse sur des films, c'est principalement ça, en fait. C'est principalement des trucs complètement invisibles. Par contre, ce que je fais chez Axis, c'est quasiment à chaque fois les environnements fort épiques. Pourquoi? Parce qu'on bosse pour des franchises qui sont très orientées science-fiction, fantasy, j'ai envie de dire. Donc forcément là, c'est pour ça que j'aime bien bosser chez Axis. D'ailleurs, on me donne toujours les jobs marrants en fait. C'est cool. Quand il y a un plan super épique à faire, ben voilà, ça ce sera pour Steven. Et j'ai full contrôle sur le shot, donc je peux le faire de A à Z. Et c'est toujours des environnements qui sont très beaux à regarder. Bon bah c'est pas pour rien si tu les as rejoints de toute façon. Est-ce Donc, que tu peux nous dire d'ailleurs quelques exemples de franchises sur lesquelles ça bosse chez Axis? alors, je peux évidemment parler que des trucs qui sont déjà, on va dire, sortis. Bah, ils ont fait beaucoup de projets pour Destiny. Ici, il y en a un auquel j'ai pris part, d'ailleurs, par exemple. Donc voilà, ça, c'est pas évidemment du tout des trucs invisibles ou réalistes. C'est même plutôt assez stylisé, d'ailleurs, dans le lighting. Et c'était d'ailleurs pas facile à faire parce que je parlais justement de références et de choses comme ça. Bah, ici, on a un cas de figure où on a un lighting et des couleurs qui sont pas du tout réalistes, en tout cas pour moi. Donc, c'était un assez gros challenge quand même d'arriver à faire un truc convaincant. Et ouais, c'était pas évident ça justement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de références que je pouvais vraiment me baser dessus. Ouais. Donc voilà, ils font beaucoup de trucs pour Destiny, quoi d'autre encore. Magic the Gathering, je sais plus, il faut aller voir sur le site. Ils font énormément de shows Netflix aussi, je pense. Ils ont fait quoi? Kiss Me First, Happy récemment. Travaillent pour Square Enix, enfin énormément de grosses franchises de jeux vidéo, donc qui font principalement les cinématiques de jeux. Ok, ouais, donc tu bosses sur des projets plutôt sympathiques, quoi. Oui, bah oui. En fait, moi j'ai toujours été fort cinéma, mais là ça change beaucoup en fait pour moi, mais c'est sympa aussi. Je te propose de commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as démarré ton voyage artistique et comment tu es entré petit à petit dans le monde professionnel? D'accord. C'est une longue histoire. Je vais essayer de pas la faire trop longue non plus, mais j'ai toujours été ultra passionné de cinéma et d'image, tout simplement. En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. Je veux dire, je devais avoir 3-4 ans quand j'ai commencé à dessiner vraiment, mais tout le temps. Et j'étais aussi en parallèle vraiment passionné de cinéma. Comme un peu tous les gosses des années 80, bon, j'ai vu Star Wars un peu plus tard, Jurassic Park, Indiana Jones, et j'étais complètement accro à ces trucs-là. Et donc, j'ai grandi avec, on va dire, l'envie vraiment de faire un truc dans le cinéma. Je savais pas encore quoi. Et donc, j'ai dessiné énormément. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu difficile à expliquer ce qui s'est passé, mais c'était très difficile pour moi à l'époque d'imaginer qu'on pouvait réellement bosser là-dedans, en fait. J'ai grandi avec cette idée que bosser dans le cinéma, c'était un truc impossible, en fait, totalement hors de portée. J'étais un gamin, j'habitais en Belgique, je veux dire, je connaissais absolument personne qui travaillait dans le cinéma. Je savais même pas ce que je voulais faire, en fait, dans le cinéma. Donc, c'est un truc que j'ai un peu laissé tomber en grandissant parce que, on dit que j'étais un peu conditionné par l'idée que, après les années secondaires, bah, il faut faire des études et avoir un job normal. Donc, c'est ce que j'ai fait, plus ou moins. On va dire qu'en grandissant, j'étais toujours passionné de cinéma et de dessin, mais je l'avais jamais envisagé comme un boulot. Donc, je me suis tourné vers des études en biologie. Et sur le côté, j'étais musicien aussi. Et en fait, à un moment donné, en fait, ça a pris le dessus. Parce que le groupe commençait à bien marcher, je veux dire, et c'est devenu mon activité principale, en fait. Donc, j'étais batteur et j'ai fait la musique, mais quasiment non-stop depuis mes 18 ans jusqu'à quasiment mes 30 ans. Et pendant cette période-là, j'ai plus du tout pensé au cinéma, ni même au dessin d'ailleurs. C'est-à-dire que de 18 à 20 ans, j'ai quand même fait l'école d'art.
là, je voulais apprendre à dessiner, même si je n'avais pas de perspective professionnelle à cette époque-là. Je savais juste que j'aimais bien dessiner, et j'aimais bien dessiner, en fait, des images qui, pour moi, ressemblaient à des plans de films, en fait. Et donc voilà, j'ai fait ça, mais après ça, j'ai complètement laissé tomber. Donc je me suis lancé dans la musique et j'avais mon petit job sur le côté. Et ça ne m'a jamais retraversé l'esprit, en fait, d'essayer de faire quoi que ce soit dans l'art ou dans le cinéma. Et pour la faire court, on va dire que quand j'avais presque 30 ans, bah, tout ce qui est musique, ça s'est plus ou moins effondré du jour au lendemain. Donc, en tout cas, de mon point de vue. Et je me suis retrouvé simplement avec un choix à faire, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'allais absolument nulle part, si tu veux. J'avais aucune perspective d'avenir, quoi. Quand on me demandait, tu veux faire quoi? C'est quoi tes projets? Ben, j'en avais pas la moindre idée. Et ça a commencé à m'inquiéter pas mal. Donc, je suis passé dans une période assez noire à ce moment-là, où je savais pas quoi foutre de ma vie. Et petit à petit, je me suis rendu compte que l'époque avait changé. J'ai commencé à découvrir des gens qui sont passés, par exemple, de matte painter, un réalisateur. J'ai découvert ce que c'était le matte painting, en fait. Parce qu'en fait, j'utilisais déjà un petit peu Photoshop pour faire, par exemple, des flyers ou des covers d'albums de mon groupe, des trucs comme ça, à un niveau très amateur, mais je connaissais un petit peu Photoshop. Et j'ai découvert qu'en cinéma, il y avait ces gens qu'on appelle les matte painters, et j'utilisais beaucoup Photoshop, et finalement, ils faisaient un truc qui n'était pas tellement éloigné de ce que je faisais. Donc, c'était beaucoup de photomanipulation, un petit peu de digital painting, et ils faisaient des environnements réalistes. Et quand j'ai découvert ça, ça a tout changé parce que je me suis rendu compte, waouh, j'ai l'impression que je peux faire ça. J'ai l'impression que je peux bosser sur des films. Et ça m'a complètement motivé comme jamais. Et voilà, et c'est là que j'ai décidé en fait de me lancer complètement. Donc, ce qui m'intéressait vraiment, moi, c'était le cinéma, beaucoup plus que l'art en lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était vraiment l'idée de bosser sur un film qui m'excitait énormément. Et mon plan était, et est toujours en fait, j'en parle pas beaucoup parce que voilà, c'est mes projets personnels, mais mon idée en fait, c'était d'être matte painter, rentrer dans le cinéma et petit à petit grimper et d'arriver à être réalisateur en fait. Parce que c'est toujours ça que je veux faire comme finalité. Alors mes plans ont un petit peu évolué entre temps, je veux dire, mais voilà, c'était quand j'ai découvert des gars comme Gareth Edwards par exemple, qui est le réalisateur de Rogue One et de Godzilla. J'adore son histoire parce que c'est un mec qui a fait un film entièrement par lui-même pour 3 fois rien. Et de là, après, on l'a engagé pour faire Godzilla, puis Rogue One. Et j'ai découvert tous ces gens-là. Certains avaient des backgrounds de matte painter, concept artiste. Et j'étais là, waouh, il y a vraiment moyen de le faire maintenant, en fait. L'époque a complètement changé. Et maintenant, j'arrive à voir un chemin que je pourrais éventuellement suivre pour arriver là, tu vois. Ouais. Et donc ça, pour moi, ça a tout changé, en fait. Quand j'ai réalisé ça, ben voilà, c'est là que je m'étais lancé. J'avais une vision absolument très claire et je me suis mis à bosser, mais comme un fou. Donc, j'ai commencé réellement à bosser, et je me souviens de la date parce que c'était le 1er janvier 2014, en fait. C'est le jour où j'ai eu ma tablette graphique, en fait. L'idée me trottait déjà dans la tête pendant toute l'année 2013, j'ai envie de dire, qui était une année un peu de transition, où je savais que j'allais bosser dans le cinéma. Je ne savais pas encore juste quoi faire exactement, si tu veux. Mais tout s'est précisé, donc début 2014, c'était matte painting, quoi. Donc voilà, et depuis, moi, j'ai pas arrêté de bosser, je veux dire. Bah justement, qu'est-ce que tu as fait alors? Comment tu as réussi à atteindre ton niveau là où tu en es aujourd'hui? Comment est-ce que tu as réussi à finalement à rentrer dans le monde professionnel, à bosser sur ces grands films? Est-ce que tu as été approché? Est-ce que c'est toi qui les as contactés? Quelle est la suite de l'histoire? Alors, à partir de ce moment-là, j'avais quelques économies, j'ai envie de dire. Donc, mon plan, c'était d'utiliser toute heure, chaque minute et chaque seconde que j'avais de chaque journée pour bosser, quasiment jusqu'à épuisement, en fait, si tu veux. J'exagère pas quand je dis que je bossais entre 18 et 19 heures par jour. Je dormais à peine, en fait, quoi. Je bossais tellement et j'étais tellement motivé que je prenais même plus le temps de manger. Je veux dire, si je devais aller quelque part, même aux toilettes ou prendre ma douche, j'y allais en courant, si tu veux, quoi. J'exagère pas, quoi. C'était un truc de fou. Et j'ai réussi à maintenir ce rythme de malade pendant 6-7 mois, on va dire. Après, il fallait quand même que je me calme un peu parce que j'étais en burn-out. Donc, j'ai bossé comme un fou. Et ce que j'ai fait principalement au début, c'était énormément de digital painting, en fait. Donc, je faisais en gros des études d'environnement à l'appel. J'en faisais mes 10 par jour, non-stop. Des speed paint comme ça, tu vois, de quelques minutes. Où je copiais les environnements, des atmosphères, des trucs comme ça. Et, parallèlement, je commençais un petit peu à apprendre la 3D aussi.
et à faire de temps en temps alors, des pièces un peu plus finies. Peut-être que je peux montrer des vieux tafs si tu veux. Ah bah avec grand plaisir. Ouais, alors je sais pas tous ici, hein, j'en ai quelques-uns, tu vois, mais ça donne une petite idée des trucs que je faisais au tout début, quand j'ai eu ma tablette. Ils sont toujours sur mon ArtStation, mais ils sont cachés. Parce que j'ai commencé, en fait, quand ArtStation a commencé, tu vois, il y a 5 ans, presque 5 ans. Donc ça, tu vois, voilà, Déjà. une petite étude que j'ai fait de coucher de soleil devant chez moi. Et je faisais ça, mais non-stop. Donc dès le début, mon but, c'était de faire des environnements réalistes, si tu veux, d'arriver vraiment à comprendre comment marchait la lumière, comment marchait la perspective atmosphérique. J'intégrais un petit peu de 3D aussi. C'est un peu foireux, mais je commençais la 3D à ce moment-là à peine. Ouais, donc là, c'est quasiment. C'est quoi? C'est du digital painting, de la photomanip? En fait, c'est 100% digital painting, sauf pour cette espèce de vaisseau qui est là. C'est la 3D que j'avais intégré en utilisant les outils 3D de Photoshop, en fait. Ok. Parce qu'à l'époque, je faisais pas du tout de Maya et de Redshift et des trucs comme ça. Hein. Donc là, c'était 100% digital painting, en fait. Et, donc, je fais des études, en fait, de photos où j'allais dehors, simplement chez moi, et je faisais ça, mais non-stop. J'ai fait ça non-stop pendant 6 mois, tout le temps. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai pas tellement d'autres. Voilà, ici encore un autre. Donc, c'était les petits speed painting, je veux dire. Donc, c'était ouais, 100% digital painting. Peut-être que j'avais commencé à utiliser un petit peu de photos ici pour le ciel, des choses comme ça, ouais. Donc voilà, bon, ça, c'est vraiment le tout début. Hein. Ça me fait un peu rire de revoir ça maintenant, d'ailleurs. Ça fait toujours cet effet. En tout cas, les précédentes images avaient quand même l'air d'être déjà très réalistes, hein, surtout Mais, pour du digital painting pur, j'entends. ouais, mais en fait, c'était mon focus dès le début, en fait, d'arriver à capturer, tu vois, cette qualité photoréaliste, en fait. C'est que je me suis pas éparpillé dans les trucs différents de ça, en fait. Je pense que c'est un peu ça qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir une vision plus ou moins claire d'où je voulais aller. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, donc j'imagine que tu as laissé tomber tout ce qui était, par exemple, personnage, anatomie, etc. Complètement. Alors, ouais, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que j'ai été 2 ans à l'école d'art, quand même, ça a précisé. Donc, j'avais une certaine base qui était toujours là, tu vois. Donc, pendant les 2 ans où j'ai fait l'école d'art, j'ai dessiné comme un fou quand même. Donc, et ça, à l'époque, je dessinais quand même assez bien. Je l'ai plus fait depuis longtemps, mais à l'époque, et c'est marrant parce que quand je dessinais, c'était en fait quasiment chaque fois des personnages. Je n'étais pas du tout intéressé par les environnements. C'est assez contradictoire. Donc, j'avais quand même une certaine base qui était là. La perspective, je connaissais. Je veux dire, l'anatomie, je connais de façon basique. Je partais pas de rien non plus. Mais quand je suis passé au digital, effectivement, je ne me suis pas du tout intéressé au personnage, par exemple. Quoi. Donc, ouais, donc, j'étais vraiment full focalisé sur comment arriver à créer, je veux dire, un plan d'un film. En fait, c'était ça qui m'intéressait, tu vois. Donc, dès le début, je voulais faire des trucs qui, pour moi, étaient cinématiques, en fait. J'en ai quelques autres. Ouais. Donc, voilà. Ici, je commençais à utiliser les photos, un peu de 3D, de façon très rudimentaire, mais j'essaie d'apprendre un peu tous ces outils-là en même temps. Et t'as appris comment d'ailleurs, justement, la 3D, tout ça? Ouais, alors c'est entièrement par moi-même, et, principalement en regardant les tutos. Beaucoup qui viennent du Gnomon Workshop, qui sont vraiment très bien, je trouve. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont des tutos en fait de vrais professionnels de l'industrie, où ils montrent leur workflow tel qu'ils l'utilisent. Donc j'avais qu'à copier ça, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. En fait, je me dis, voilà, c'est ça qu'ils font, j'ai qu'à faire ça. Donc je prenais un tuto. Forcément, la première fois, j'arrivais pas à un truc génial, mais je le refaisais encore et encore et encore. Je mettais sur pause genre toutes les 2 secondes pour voir sur quoi il avait cliqué, même si je comprenais pas ce que c'était, il fallait que j'arrive à faire la même chose, tu vois. Ouais, je vois exactement. Donc j'ai vraiment appris en copiant exactement tout ce qu'il faisait en fait. Et parallèlement à ça aussi, j'étais fort actif sur les groupes Facebook. Je sais plus ce qu'il y avait à l'époque en fait, mais tu avais le Daily Speed Paint, tu avais quelques autres groupes comme ça. Donc, je faisais beaucoup d'efforts pour m'intégrer à la communauté, en fait, tu vois. Bah justement, c'est une question que j'allais te poser un peu plus tard. C'était, voilà, quelle était l'importance pour toi des communautés si tu faisais partie de certaines et puis qu'est-ce que ça t'avait apporté? Ouais, ça m'a apporté énormément, en fait. Mais par contre, j'ai envie de dire que j'étais pas non plus du genre à en faire de trop parce que je vois certaines personnes maintenant qui poussent le networking pour moi un petit peu trop loin. Ils vont t'envoyer des messages à l'appel avec leur portfolio, etc. Ça, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais envoyé de message à des artistes, please, regarde mon travail, mets des likes, etc. Non, ça, je n'ai jamais fait. C'est juste que j'ai commencé à aller à beaucoup de conférences. Donc, il y a quoi? Il y a THU, IAMAG à Paris, Industry Workshop in London. J'ai fait tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans l'industrie, tout simplement.
ou juste par Facebook. Et juste connaître ces gens-là, ça a aidé beaucoup parce que, on va dire que j'ai appris beaucoup d'eux déjà tout simplement en allant leur parler, des choses comme ça. Et ça veut dire aussi qu'eux ont pu voir mon travail parce qu'ils savaient qui j'étais à ce moment-là. Et petit à petit, ils ont vu ma progression et c'est comme ça que les premiers jobs ont commencé à arriver aussi en fait. C'est juste en étant intégré un petit peu dans cette communauté et en commençant à faire du travail de qualité. C'était aussi simple que ça. Donc, dès que je finissais un travail, j'allais le publier sur 3-4 groupes Facebook, sur mon newsfeed, sur Twitter peut-être aussi, et ArtStation forcément. Et j'ai juste fait ça en boucle en fait pendant plusieurs années. Et petit à petit, les gens ont commencé à savoir qui j'étais et les jobs ont commencé à arriver. C'est vraiment si simple que ça en fait. Ouais, ça rejoint un des premiers conseils que je donne justement à tous ceux qui se posent des questions, comment est-ce qu'on trouve son premier client, etc. Comment est-ce qu'on se lance en freelance? Souvent, le plus facile, c'est encore simplement de faire du travail de qualité et de le montrer. Mais c'est vraiment ça, c'est aussi simple que ça en fait. Il faut faire du travail personnel à l'appel, vraiment non-stop, et pousser la qualité au maximum et le montrer à beaucoup de gens. C'est pour moi aussi simple que ça. Ouais. Donc toi, tu utilises quoi aujourd'hui? ArtStation, tu utilises encore Facebook? Facebook de moins en moins, honnêtement. Parce qu'il faut dire aussi maintenant, je suis moins intéressé par ma visibilité online. Honnêtement, c'est plus tellement ce qui m'intéresse. Je publie quand même toujours mes travaux, mais je m'en fous un peu de qui le voit ou de combien de likes j'ai envie de dire. Ouais, ça ne m'intéresse plus tellement. Parce que maintenant, je suis arrivé dans cette deuxième phase, on m'a dit, de mon plan où j'avais. Ce que je veux vraiment faire maintenant, c'est continuer à travailler chez Axis et sur le côté bosser sur mes projets personnels, en fait. Donc, je suis plus tellement dans cette volonté de percer dans l'industrie parce que je pense que je suis arrivé au niveau que je voulais, pour la première étape en tout cas. Donc voilà, c'est plus mon objectif principal de me faire voir par tout le monde, je veux dire, tout simplement. Donc oui, ArtStation principalement, ou Facebook. Instagram aussi de plus en plus, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, je préfère Instagram que Facebook, honnêtement. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, il est plus axé image, de toute manière, donc je pense que ça a du sens, ouais. Ouais, clairement, ouais. Tu vois, j'ai commencé, comme je te montrais, par ces digital painting avec de plus en plus de photos et de 3D. Et voilà, ici, c'est quand j'ai commencé vraiment à modéliser les trucs de plus en plus détaillés, on va dire. Ici, c'était fait avec Maya à l'époque, ou avec Keyshot. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai commencé à rentrer de plus en plus dans la 3D, en fait. Et j'ai envie de dire, progressivement, au fil des années, la balance 2D, 3D passait peut-être de 70% 2D à 10% 2D, tu vois. Enfin, ça m'arrive toujours de refaire des trucs complètement 2D, je dis pas. Hein. Ouais. Mais au fil des années, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la 3D parce que ça me passionne et ça me permet vraiment d'avoir ce rendu réaliste cinématique que je recherche, en fait. C'est simplement l'outil le plus adapté. Exactement. En fait, je suis absolument pas attaché aux outils que j'utilise. Si tu veux, la seule chose qui m'intéresse, c'est le rendu que je vais avoir. Ouais. Comme ici, voilà, là, j'étais vraiment content de ce projet-là parce que c'est la première fois que je me disais, waouh, j'ai réussi à recréer un shot que j'ai vu dans un film. C'est pas parfait, mais à l'époque, je trouvais que c'était vraiment cool. Maintenant, je vois les problèmes que ça a, mais je me suis dit, voilà, là, j'ai atteint un de mes premiers objectifs. J'ai réussi à faire un truc assez poussé en 3D qui tient la route. C'est vraiment ça que je voulais faire, en fait. Ouais. Et toujours maintenant, c'est mon objectif. Je veux dire, ça, je m'en fous des outils que j'utilise. C'est vraiment le rendu qui m'intéresse. Et mais ça m'arrive toujours, comme ici, en fait, pour Destiny, de ne faire que de la 2D. Donc ici, j'ai pas ouvert une seule fois un programme de 3D. Pour ici, c'était que faire le ciel entièrement en 2D, donc photo, painting, ou alors on me filait des rendus 3D par-dessus lesquels je devais peindre, en fait. Donc ça m'arrive toujours quand même de faire que de la 2D. Ok. Donc voilà. Ou alors aussi quand j'ai fait le... Ça c'était marrant en fait, parce que... ça c'est une histoire intéressante. En fait, donc, comme je disais, un de mes rêves c'était vraiment de travailler dans le cinéma. Et en tant que grand fan de Star Wars, je voulais absolument travailler pour ILM. C'était un but que je m'étais fixé, mais bien précis si tu veux. Donc quand ArtStation en fait a fait ce concours, le ILM Art Department Challenge, ça pour moi c'était l'opportunité à ne pas rater si tu veux. Et c'était donc un contest, un concours orienté concept art. Et c'était en fait donc des arts directeurs d'ILM qui étaient les juges en fait. Et ça pour moi c'était clairement l'opportunité de dingue à pas rater quoi. Et donc je l'ai fait et c'est grâce à ça en fait que j'ai eu le travail chez ILM. Donc ici c'était plus du concept art et c'était sympa d'ailleurs de revenir à du dessin que j'avais pas fait depuis très longtemps. donc ça c'est donc vraiment purement design ici quoi tu vois.
Mais voilà, ça c'était un super projet parce que ça m'a permis de me faire connaître par les gens de chez ILM. Et petit à petit, donc, j'ai été en contact avec eux de plus en plus. Et au final, j'ai réussi à avoir un job là-bas qui, pour moi, ça, c'était vraiment une étape très décisive pour moi. C'était vraiment le but ultime, en fait, pour moi, d'arriver à être chez ILM et de bosser sur une de ces grandes franchises. Et dans mon cas, en plus, Jurassic Park, qui était un de mes films préférés. Donc, c'était, on va dire, c'était un de mes plus gros rêves de gosse, quoi, que j'ai réalisé. Donc, ça, c'était un truc super important pour moi, ça. Ouais. Ah bah, félicitations encore. En tout cas, Merci. c'est un sacré parcours que tu as fait depuis le début. C'est impressionnant et puis super inspirant. Merci. En tout cas, un grand merci d'avoir partagé ça avec nous. Je ne sais Ouais. pas si tu as encore quelques projets à nous montrer. Les trucs après, c'est un peu plus récent ce qu'il y a, quoi, tu vois. C'est ce qui est plus ou moins publié sur mon ArtStation maintenant, en fait. D'accord. Donc, Moi, je me demande quand même, ouais. d'où te vient ce penchant pour les environnements et aussi pour la science-fiction, j'ai l'impression, encore plus que pour le reste. Ouais. Franchement, genre, j'ai juste toujours été un grand passionné de ça. Aussi loin que je me souvienne, je veux dire, je t'ai dit, j'étais fan de Star Wars, Jurassic Park, Alien, Predator, tous ces trucs-là. Et je suis juste absolument passionné par ça. Je m'en lasse pas, quoi, tu vois. C'est Blade Runner, tous ces trucs-là. Je suis complètement accro. Que je te comprends. Et j'adore, tu vois, mixer ça avec un rendu super réel parce que ça me donne l'impression, waouh, ce truc-là existe et vraiment, j'ai l'impression que je peux aller à cet endroit-là, tu vois. Ouais. Et je comprends parfaitement. En fait, je préfère les environnements. Enfin, j'adore les persos aussi, hein, de plus en plus, en fait, d'ailleurs. J'ai pas encore publié, mais j'ai commencé à travailler un peu dans cette broche, à essayer de faire des persos de plus en plus. Mais j'adore les environnements parce que ça laisse imaginer quel genre de perso, justement, pourrait vivre là, en fait, tu vois. Et j'adore l'idée de laisser ça ouvert, en fait. Je trouve que les environnements, je sais pas, ça me passionne parce que ça me donne souvent... J'aime bien faire des environnements qui me donnent envie d'être là, en fait, si tu veux. Ouais, je comprends parfaitement puisque ça rejoint finalement une de mes propres motivations depuis le tout début. D'ailleurs, lorsque j'avais commencé, c'est vrai que c'était pareil. C'était créer des choses crédibles suffisamment pour que tu aies envie de te plonger dedans et de t'immerger et de te téléporter dans l'image, en fait. Ouais, et j'irais même jusqu'à dire que j'ai toujours été beaucoup plus focalisé sur mon travail personnel que le travail professionnel. Si tu regardes mon ArtStation, c'est énormément de travail personnel. Et maintenant, c'est vrai qu'à ma décharge, j'avais des économies, donc je n'avais pas besoin de trouver un job ultra rapidement non plus, tu vois. Ouais. Donc, je pouvais me faire un peu plaisir. Donc, j'ai focalisé vraiment beaucoup plus sur faire du travail qui, pour moi, était de qualité, plutôt que de chercher absolument ce premier job, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et pour toi, alors, c'est important. Pardon, vas-y, je te laisse finir. Oui, donc j'ai continué à travailler, publier des trucs jusqu'à ce que le travail vienne à moi, en fait. J'ai jamais vraiment cherché, j'ai jamais vraiment postulé nulle part, en fait. Ouais, et je pense que c'est une bonne stratégie d'ailleurs. De toute façon, ça a payé, donc c'est la preuve. Ouais. Ce que je voulais te demander, oui, c'était justement toi maintenant qui travailles dans l'industrie, qui a d'ailleurs atteint pas mal de tes objectifs. Est-ce que pour toi, c'est important de continuer à faire des projets personnels? Et si oui, pourquoi? Dans mon cas, complètement, oui. Enfin, moi, j'ai pas envie que c'est tout ce qui m'intéresse, mais si je pouvais vivre que de mes projets perso, c'est ce que je ferais. Et c'est ce que je compte faire, en fait. Ici, je trouve que j'ai trouvé la balance un peu parfaite avec Axis parce que c'est un job qui me plaît. Je fais exactement ce que j'aime faire. J'apprends plein de trucs et ça me laisse assez de temps sur le côté pour commencer à développer mes projets perso. Dans mon cas, j'ai envie de faire des films, en fait. Donc, dès que je rentre le soir, je bosse que là-dessus pour l'instant. Et c'était ça mon but depuis le début. En fait, je me dis, OK, j'ai envie de faire des films. Et j'adore aussi faire des images. Donc, est-ce que ça fait pas du sens de rentrer dans l'industrie en tant que matte painter pour apprendre ce métier-là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Parce que j'aurais pu, oui, commencer directement à essayer de réaliser des films. Mais je pense que je serais plus ou moins à la rue alors qu'il est à ce moment-là, je veux dire. Je pense pas que tu arrives à faire... Enfin, ça me paraissait beaucoup plus logique d'essayer d'abord être un matte painter, concept artiste dans l'industrie. Comme ça, j'aurais au moins un job qui me rapporte de l'argent et ça me permettrait de bosser en même temps sur mes projets perso et en même temps dans l'industrie dans laquelle j'ai envie d'être, tu vois. C'est des combinaisons parfaites d'éléments, en fait. Ça faisait juste du sens. Donc oui, pour moi, c'est super important de faire des projets perso. C'est totalement impensable pour moi de me contenter uniquement de bosser que pour des autres personnes pour les projets qui ne sont pas les miens, tu vois. Ouais. À long terme, c'est un truc qui est impensable pour moi, quoi. Et c'est une de mes motivations principales, en fait. Moi, j'ai l'impression que plus encore que simplement les projets personnels, ce qui t'a permis d'arriver là où tu en es et de continuer justement ton chemin, c'est que finalement, tu as une certaine vision. Comme tu l'as dit, tu as utilisé les mots plusieurs fois d'avoir un plan, tu avais une vision claire. Ouais. Et finalement, tu n'as pas commencé ça simplement comme étant voilà,
un artiste passionné qui fait ça parce qu'il aime ça. Non, tu avais un objectif, tu l'as découpé, tu as fait finalement la même chose. J'ai l'impression, lorsque tu as commencé à apprendre le matte painting, là aussi, tu as bossé, tu t'es focalisé sur ce qui était important, tu as priorisé les choses, etc. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça, un petit peu la recette du succès finalement. Bah, je pense que si tu sais exactement où tu vas aller, tu vas y arriver beaucoup plus vite. Maintenant, j'ai quand même envie de préciser un truc là-dessus. J'avais un plan bien précis au début. Ce plan a quand même évolué entre-temps, tu vois. Je me suis quand même un peu cassé la gueule à un moment donné. Ça s'est peut-être pas vu dans mon travail, mais l'idée que je m'étais faite, etc., bon, j'ai pas vraiment su. Parce que mon idée, en fait, c'était d'être matte painter, mais aussi de commencer à faire des films directement, tu vois. Et là, bon, ça fait quand même 5 ans, j'ai pas encore sorti un seul film. Donc, en fait, j'ai quand même traversé une longue période de doute. C'était pas facile, en fait. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'étais peut-être trop sûr de mon plan, en fait. Et j'aurais dû laisser une certaine part, tu vois, être ouvert au changement, en fait. Parce que quand j'ai découvert, pendant que je faisais ça, qu'il y a peut-être des choses qui allaient un peu changer, ben, je n'ai pas tout de suite accepté, si tu veux. Donc, ça n'a pas forcément été facile de changer ma trajectoire. Mais je l'ai quand même fait un petit peu. Donc, oui, j'avais un plan très précis, mais je pense que c'est très bien de l'avoir parce que ça permet d'arriver où tu veux beaucoup plus rapidement. Ça te permet de focaliser tes efforts sur ce qui est important. Mais c'est toujours important aussi de laisser la porte ouverte à des autres possibilités, on va dire. Ouais, et puis il y a toutes les choses finalement que tu ne contrôleras pas forcément et qui vont arriver dans le futur, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est bien de laisser une part de curiosité aussi, tu vois. Ouais. C'est bien d'avoir des objectifs, mais ils n'ont pas besoin d'être forcément ultra précis. Et j'ai envie de dire que maintenant, mon avenir n'est pas non plus ultra clair comme je pensais qu'il l'était il y a quelques années, tu vois. J'ai toujours envie de faire des films et je suis en train de le faire, mais mon plan n'est pas aussi clair que ce qu'il n'était avant. Et je crois que c'est pas si grave, en fait. C'est pas grave d'avoir une petite période de doute, il faut l'accepter tout simplement. Moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je l'avais pas accepté. Donc, j'ai une période un petit peu noire, comme ces 2-3 dernières années, en fait. Je m'en suis pas trop mal sorti, c'est pas ça, mais j'ai eu une petite période de doute quand même, on va dire. Et justement, alors, si je peux me permettre la question, comment est-ce que tu t'en es sorti de cette période de doute? Parce que je sais que parmi tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tout le monde, je connais aucun artiste qui est arrivé là où il en est et qui n'a jamais eu le moindre moment de doute, le moindre moment d'hésitation, peut-être même d'envie d'abandonner ou de changer. Donc, comment est-ce que tu as surmonté ça? Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, si j'analyse ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que je m'étais fixé un objectif de malade. Je voulais être le meilleur matte painter de l'industrie et je voulais être Steven Spielberg en même temps, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai été frustré parce que j'ai été complètement absorbé par mon objectif, par le travail de matte painter. Je devais être meilleur. Et donc, j'étais frustré parce que je n'arrivais pas sur le côté à bosser sur mes films aussi, tu vois. Et je me suis dit, merde, le temps passe et j'ai toujours pas fait mon foutu film. Mais en même temps, je dois travailler sur mes skills de matte painter, il me faut ce job. Et j'étais simplement frustré parce que j'étais pas encore arrivé là où je voulais aller. Donc, par exemple, pour moi, l'objectif principal, c'était, on va dire, le job chez ILM. Dans ma tête, si j'atteignais ça, j'avais atteint mon premier objectif. Et avant que j'atteigne cet objectif, j'étais vraiment dans le doute, en fait. J'étais là, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si c'est une bonne idée de vouloir être à la fois un matte painter et à la fois un réalisateur. Je sais pas si je vais arriver à faire ça. J'ai l'impression que ça va me prendre encore 20 ans et que je vais arriver à maîtriser rien du tout parce qu'en fait, je focalise pas assez sur un ou l'autre, tu vois. Donc, j'ai une période de doute comme ça, en fait. Mais maintenant que j'ai atteint cet objectif, par contre, je suis beaucoup plus relax parce que je me rends compte que c'est possible maintenant d'avoir une bonne balance entre les deux. J'ai mon job chez Axis où je travaille 8-9 heures par jour et sur le côté, j'ai quand même le temps de bosser sur mon film aussi. Je suis moins stressé par rapport à ça. Donc, je pense que j'ai juste eu beaucoup de doutes parce que j'essayais de faire beaucoup de choses en même temps. Et j'étais juste stressé par le fait de ne pas encore avoir réussi, tout simplement. En fait. Donc, il fallait juste un peu de patience, en fait, si je regarde en arrière, c'est tout. Ouais, bah c'est bien, c'est une excellente leçon, finalement. C'est que, donc, premièrement, tu te mettais des objectifs extrêmement élevés, ce qui est, je pense, pas une mauvaise chose. Mais à côté de ça, deuxièmement, bah, tu te mettais finalement énormément de pression, peut-être un peu trop. C'est ça. Troisième axe, du coup, ce qui t'a un petit peu sorti de tout ça, bah, c'est de te rendre compte qu'au final, tes efforts ont payé et qu'en fait, il te faut juste un peu plus de temps, si je résume. C'est ça. En fait, je me suis mis tellement de pression que j'avais plus de balance, en fait, entre la vie sociale, je veux dire, personnelle et le travail. Franchement, j'ai passé une période assez noire, honnêtement. Quoi. Tu vois, j'étais complètement absorbé par le boulot et j'ai un peu perdu, on va dire, pied, je veux dire. Tu vois, j'étais plus vraiment dans la réalité. On va dire ça comme ça, quoi. Ouais.
Donc ça, c'est le revers de la médaille dont on parle pas souvent. J'étais tellement absorbé par le travail que, en apparence, tout le monde se dit ouais, Steven, il fait du bon taf, il assure et tout, mais en fait, j'étais pas forcément dans une période très heureuse de ma vie, en fait, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais j'ai quand même traversé une sale période quand j'y pense, quoi. Bah, merci du coup de partager ça avec nous. Ouais, Et ouais. qu'est-ce que tu aurais comme conseil alors pour justement éviter ce genre de passage, et notamment pour tous ceux qui, comme toi, ont des objectifs extrêmement élevés Ouais. et qui, en plus de ça, sont des acharnés de travail et qui, voilà, qui foncent tout droit vers leurs objectifs? Ouais, ben, j'ai envie de dire oui, il faut travailler énormément, c'est clair. Il faut aussi aimer ce qu'on fait, je veux dire, tu vois. Parce que ce qui est important, c'est quand même ce que tu fais maintenant. Si tu n'es pas heureux en faisant ce que tu fais maintenant, je pense pas que c'est bon, quoi. Il faut vraiment arriver à se poser la question, ok, si demain, en fait, j'avais pas besoin de gagner de l'argent, est-ce que j'aurais toujours envie de faire ce que je suis en train de faire maintenant? Il faut se poser cette question-là, en fait. Et il faut être patient parce que ça prend du temps, en fait, quoi, tu vois. Et encore, moi, j'estime que dans mon cas, ça a été assez vite. Je pense que si j'avais commencé à l'âge de 18 ans, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Je pense que le fait que j'étais un peu plus âgé, ça m'a pas mal aidé, en fait. Et donc, ouais, il faut être patient, ça va prendre du temps, quoi. Je pense que les générations de maintenant sont un peu... c'est un peu les générations de on veut tout de suite, tu vois. On est plus patient maintenant, alors que ça prend du temps, c'est tout, quoi. Il faut avoir une éthique de travail, ça c'est clair et net. Mais il faut aussi avoir la patience et il faut être relax aussi. Il ne faut pas non plus perdre pied avec la réalité, j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Donc voilà. Et aussi, j'ai envie de dire, s'il y a moyen de le faire, comme c'était mon cas, parce que j'avais quelques économies, c'est pour moi plus important de focaliser sur le travail personnel et atteindre la qualité que je veux que de focaliser absolument sur ce premier job. C'est-à-dire que moi, ma philosophie, c'était peut-être un peu risqué, mais c'était d'essayer de commencer en haut de l'échelle. C'est-à-dire qu'ILM, c'était mon premier vrai job, honnêtement. Avant ça, j'avais fait quelques tafs en freelance, mais mon but, c'était, OK, si je vais bosser dans une boîte, ça doit être la meilleure boîte possible et celle pour laquelle je veux bosser. Donc, j'ai choisi cette voie-là, commencer en haut. Et si j'arrive pas tout en haut, ben, je prends l'échelon juste en bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plutôt que de se dire, je vais commencer par un tout petit job et progressivement sur 10 ans monter, ben, je vais essayer de faire un peu le contraire, moi, en fait. Alors oui, le revers de la médaille, dans mon cas, c'est que j'ai eu beaucoup de stress parce que forcément, les jobs sont pas venus tout de suite, si tu veux. Ouais. Mais voilà, ça c'était ma façon de faire, ça a marché. Donc, soyez juste patient, j'ai envie de dire, et essayez d'avoir les objectifs les plus précis possibles, tout en gardant, je veux dire, une certaine possibilité au changement. Voilà. Ouais. Bah, merci, excellent conseil. Et sur l'aspect, l'équilibre entre travail, projet personnel et, on va dire, vie privée, vie sociale, etc. Est-ce que là aussi, justement, tu dis que tu as tiré apparemment quelques leçons sur cette notion d'équilibre? Ce qui était dur aussi pour moi, en fait, c'est que j'étais seul. Vu que j'ai fait le choix de bosser chez moi, freelance, enfin, je veux dire, de pas chercher forcément à rentrer dans une boîte, que je travaillais tout le temps, mais j'étais fort isolé, en fait, quoi, tu vois. Et j'étais tellement absorbé et obsédé par mes objectifs que j'ai oublié, je veux dire, d'avoir une balance, on va dire, saine mentalement, tu vois. Et on s'en rend pas forcément compte tout de suite, en fait, qu'on commence, je veux dire, à prendre des mauvaises habitudes, tu vois, à oublier d'aller au sport, oublier de manger sainement, des trucs comme ça. Et ça peut être dangereux, honnêtement. Donc, j'ai envie de dire, essayez d'avoir une routine quand même saine, manger sainement et faites du sport. Ça, pour moi, c'est super important maintenant. Et ça passe presque avant tout, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, justement. Je suis content de l'entendre parce que c'est aussi mes grandes leçons et quelque chose que j'essaye un peu de faire passer comme message, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde d'habitude les interviews, les vidéos d'inspiration, etc., c'est vrai qu'on voit toujours un petit peu cet archétype de l'artiste qui a bossé, bossé, bossé comme un acharné, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais c'est vrai que souvent, on met un petit peu ça en avant au détriment justement de la santé mentale aussi, hein, j'entends par là, pas que physique. Ouais. Et c'est vrai que je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que c'est très bien, effectivement, ça permet de raccourcir les années pour atteindre ses objectifs, mais derrière, bah, on risque de le payer, et c'est aussi un sacrifice, et ça aussi un prix. Ouais, et je veux dire en plus, moi ce que je retiens vraiment, c'est qu'on se rend pas toujours compte en fait qu'on commence à glisser dans ces mauvaises routines, tu vois. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'étais pas sur un chemin qui était très sain, quoi, tu vois. Et maintenant, quand je regarde en arrière, je suis là, waouh, je suis. Il y a un moment donné où j'étais quand même vraiment mentalement, tu vois, assez loin, quoi, j'ai envie de dire. J'étais plus vraiment dans la réalité, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est des trucs il faut faire attention à ça, je pense, ouais.
Ok, super leçon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que ce sera utile à un maximum de monde. Et une autre question qui me vient justement, puisque tu as quand même un parcours qui est assez atypique, puisque tu es, autodidacte, principalement en tout cas autodidacte. Je ne le savais pas d'ailleurs, c'est une bonne surprise. Et en plus de ça, c'est vrai que tu t'y es remis assez tardivement, puisque finalement, tu as dit que c'est vers l'âge de 30 ans que tu t'es dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais maintenant dans la vie? Il faut que Ouais, je fasse un choix. ouais, Et tu t'es lancé finalement dans ta passion et dans ce que tu voulais vraiment faire. ouais, Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment sur digitalpainting.school, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la plateforme, sur la communauté, voire même qui suivent les cours et qui ont vraiment des objectifs de reconversion professionnelle et qui ont pour rêve et pour ouais, ambition, finalement, de bosser dans cette industrie. ouais, Même si c'est pour faire de l'illustration, du concept art, peu importe. ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour eux? Parce que de ce que j'entends, c'est vrai que c'est quand même une pression supplémentaire, peut-être d'autres questions qu'on ne se pose pas quand on a 18 ans et qu'on sort du bac. Et voilà, on se rend vers des études. Et puis bon, on est encore jeune, on a du temps. Ouais. Qu'est-ce que tu te conseillerais? Bon, je pense qu'on peut commencer à n'importe quel âge, honnêtement. Je suis tombé dans ce panneau-là aussi, dans ce piège-là aussi, de penser que si on ne savait pas ce qu'on voulait faire avant 30 ans, on était foutu. C'est tellement pas vrai, honnêtement. On peut faire ce qu'on veut. Maintenant, par contre, j'ai envie de dire que dans mon cas, ce que je fais maintenant, c'est parfaitement logique, je veux dire, par rapport à là d'où je viens. J'ai l'impression que c'était vraiment une question simplement d'y voir clair et, et de voir le chemin que je voulais emprunter. Mais l'idée, elle était toujours là, en fait. J'ai fait, qu'on va dire, connecter les points, tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours adoré les effets visuels. Je connaissais ILM déjà avant, tu vois. J'ai toujours regardé les making-of de films quand j'étais petit, donc c'était pas un monde qui m'était inconnu. J'ai toujours su, en fait, que je voulais faire quelque chose là-dedans. Donc, c'est pas comme si c'était un truc qui m'était complètement étranger non plus. Et quand je m'y suis mis, ça n'a pas été facile du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais beaucoup de choses m'ont semblé naturelles, en fait, tu vois. Ouais. C'est tout ce que je faisais, me semblait, oui, c'est logique, je sais comment faire ça, je suis en train d'apprendre, mais tout fait du sens. Il n'y a rien qui me semblait insurmontable, en fait, tu vois. Même si j'ai beaucoup douté, il y a une partie de moi qui était là aussi, j'ai l'impression vraiment que je suis sur le bon chemin, en fait, tu vois. Ouais, je vois complètement. Et Ouais, d'ailleurs, je rebondis aussi sur ce que tu disais plus tôt. Le fait d'avoir pris ça tardivement, apparemment, c'est peut-être aussi une certaine maturité, une certaine expérience qui t'ont permis justement d'avoir un plan clair, de savoir où tu voulais aller, de bosser sans avoir de distraction, alors que plus jeune, on est peut-être un peu moins certain de là où on va, on n'a peut-être pas justement cette capacité d'autodiscipline et compagnie. exactement. Je trouve, moi, j'ai jamais été éduqué, en tout cas, à avoir cette éthique de travail. Et je ne dis pas que mes parents qui m'ont éduqué comme ça, c'est juste le monde dans lequel on vit, je veux dire, qui ne te dit pas, oui, tu dois peut-être laisser tomber l'idée de bosser 8 heures par jour et penser peut-être à bosser 14 heures par jour. Rien que cette idée-là, je me souviens, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, waouh, je n'avais même jamais pensé à ça, tu vois. C'est tellement normal pour plein de gens d'avoir leur petit job 6-7 heures par jour, suite de rentrer, de regarder Netflix, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'avais même pas pensé qu'il fallait peut-être sortir de ce schéma-là, en fait. J'avais pas pensé que c'était pas si grave que j'ai pas mon diplôme de supérieur. Tu vois ce que je veux dire, que c'était pas si grave que j'avais pas un job normal. J'avais du mal à sortir de ce schéma, en fait, tout fait comme ça qu'on te met dans le crâne quand tu es plus jeune. Donc, il a vraiment fallu que j'arrive à sortir de ça, en fait, au début, quoi. J'étais vraiment conditionné à suivre un chemin, je veux dire, totalement, je sais pas si conventionnel, c'est le bon mot, mais qui n'était pas du tout, je veux dire, ce que je voulais faire, en fait. Donc, c'est ça qui m'a fait un peu me casser la gueule, je pense, dans mes jeunes années. Simplement, j'ai pas réalisé que c'était possible de faire ce que je voulais, en fait, avec un peu d'autodiscipline, d'imagination aussi, je pense. Oser, en fait, penser autrement, même si personne autour de toi ne fait ça, en fait. Parce que c'est vrai que quand je disais aux gens, ouais, je vais bosser sur des films, bon, les gens, ils rigolaient, quoi, tu vois. Pas tout le monde, mais il y a les gens, ils sont foutus de ma gueule. Quand ils disent, ouais, mais attends, c'est un sale milieu, c'est impossible, il faut être à Hollywood pour faire ça, tu vois. Mais non, tu vois. Le petit Belge qui avait des grands rêves. C'est ça, quoi. Donc voilà, ouais. C'est clair que commencer plus âgé, ça m'a pas mal aidé, en fait, parce que j'avais compris ce que c'était que d'avoir une discipline de travail et j'avais une certaine expérience de vie. Donc, ça m'a pas mal aidé à focaliser mes efforts de façon précise sur exactement ce que je voulais faire, en fait. Voilà, donc conclusion, il n'y a pas d'âge pour ça, on peut le faire toujours et ça peut même avoir quelques avantages. Tout le monde ne va pas mettre le même temps pour arriver à ses objectifs. Si on commence, moi j'ai envie de dire, j'ai commencé il y a peut-être 5 ans, mais j'avais comme une certaine base qui était là. Donc j'avais fait l'école d'art, j'avais déjà été passionné par les films, je dessinais depuis que j'étais petit, tu vois.
il y avait déjà quelque chose qui était là, en fait. C'était qu'une question d'amener ça au niveau supérieur. Si maintenant on commence vraiment à partir de rien, ça va peut-être prendre plus de temps, tout simplement. Donc, il faut juste bien se poser la question si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais. Ouais, finalement, on revient toujours à la même chose, peu importe l'âge. C'est juste qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ouais, ouais. Je te propose peut-être qu'on repasse un petit peu du côté de la confection et de la fabrication des images. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton processus de création? Comment est-ce que justement tu crées ces images qu'on a sous les yeux? Ouais. Alors, je vais dire que pour chaque image, il y a quasiment un processus qui est différent. Ça, c'est la réalité du métier de matte painter, en fait. Tu peux avoir un workflow complètement différent par image. Il y a certaines choses que j'essaie de faire à chaque fois, c'est me baser sur des références réelles, en fait. Et c'est une erreur que je vois énormément chez les gens qui essayent de faire un truc réaliste. Ils vont essayer de faire ça, mais ils partent à l'aveugle. Chaque fois, je leur demande, mais où est ta référence? Je dis, j'en ai pas. Mais c'est super important d'en avoir une. Si tu veux faire un truc qui est réaliste, prends juste une photo et essaie d'imiter ça, en fait, parce que toutes les informations dont tu as besoin sont là. Et ça, je peux montrer un exemple parfait que j'ai ici, par exemple. C'est l'image que j'ai faite pour Kitbash 3D. Personnellement, je ne trouve pas que c'est ma meilleure image parce que j'avais très peu de temps pour la faire. Donc, ma 3D, elle n'est pas poussée aussi loin que ce que j'aurais voulu. Mais ça reste quand même potable, je pense. Et pour le process, ça illustre exactement le genre de process que j'aime utiliser. C'est-à-dire que j'essaie toujours de trouver une image sur laquelle je vais me baser. Une photo que je prends moi-même ou que je trouve sur le net ou dans mes librairies qui a tout ce que j'ai besoin pour ce qui est du lighting, de la perspective atmosphérique, des couleurs. Et j'essaie de me baser là-dessus. Et dans mon cas, je peux par exemple montrer ce que j'avais. Donc voilà, ici c'est mon PSD. Je vais cacher tous les calques. Et je suis parti de cette photo-là en fait. Et ça pour moi, c'était la photo parfaite parce qu'elle a exactement tout ce dont j'ai besoin. Je l'ai un peu changé aussi, mais de ça, je vais pouvoir utiliser la direction du lighting, la quantité d'atmosphère, tu vois, de poussière si tu veux dans l'air, les couleurs. Je vais pouvoir me baser là-dessus. Même si je vais complètement tout changer, ça va m'aider à éclairer ma scène 3D, si tu veux, de façon efficace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer ma scène 3D, ici. Dans ce cas-ci, tous les assets, ils m'étaient fournis parce que c'était pour promouvoir le Kitbash 3D. Donc j'ai commencé à Comment? Pardon, désolé de te couper. Je permets juste de faire du coup une petite précision, juste pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle. D'accord. Sur Kitbash, donc c'est kitbash.org si je ne me trompe pas. Ouais, peut-être, je crois, oui. Voilà, en fait, finalement, ce sont des assets, donc des éléments en 3D qu'on peut télécharger moyennant une petite somme. Et donc, un petit peu comme si on allait télécharger des brushes, là, on va télécharger des éléments en 3D qu'on va ensuite pouvoir réutiliser, modifier, faire ses propres compositions avec. Et donc, ça permet de gagner un temps qui est absolument monstrueux. Ouais. Et voilà, c'est juste une petite précision. Si jamais, complètement, ouais. Et dans ce cas-ci, vu que le but, c'était de montrer tous les éléments en 3D, moi, dans ce cas-là, je vais commencer mon travail en 3D. Je vais d'abord chercher ma référence, la photo. Ça, je l'avais trouvé, donc. Et c'est tout ce que j'ai besoin, en fait. J'essaie de limiter mes références au maximum, honnêtement. J'essaie d'avoir une photo qui a vraiment tout ce dont j'ai besoin. Après, il y aura peut-être quelques références sur le côté pour le design ou certaines textures. Mais pour ce qui est vraiment de la lumière, atmosphère, j'essaie d'avoir une seule photo sur laquelle je vais me baser. À partir de là, j'ouvre Maya et je commence à bloquer ma scène. Je fais un block-out, en fait. Donc, je vais disperser mes formes de façon basique et je vais créer ma composition directement en 3D comme ça. Dans ce cas-ci, pour moi, ça fait beaucoup plus de sens que de commencer à faire un sketch. Parce que je dois utiliser les assets 3D qu'on me donne, donc je ne vais pas commencer à les sketcher. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi beaucoup plus logique de commencer à les bouger dans ma scène 3D et de créer la composition comme je veux, en fait. Et une fois que j'ai ma compo qui est faite, où j'ai tous mes éléments disposés comme j'ai fait ici, je vais créer un lighting de base. Et pour ça, pour ceux qui utilisent Maya Redshift, j'utilise simplement d'abord une Redshift Dome Light pour mettre mon HDRI et je fais un Physical Sun, en fait, donc le soleil de base qui est en Redshift, qui a plus ou moins dans tous les moteurs de rendu de toute façon. Et je vais simplement essayer de matcher le lighting de ma photo de référence, en fait. Alors, je ne sais pas si je peux montrer le rendu ici parce que ça risque de prendre un petit temps pour charger, mais peut-être que je peux essayer, j'en sais rien. Donc voilà, j'essaie toujours de créer mon lighting de base avant de commencer à bosser les textures. Et donc, mon but, ça va être en 3D de faire un truc similaire à ça. En utilisant donc une dome light, donc avec un sky dome, en fait, 360 degrés.
et qui ressemble plus ou moins à ce ciel-là. Et je vais changer un peu les couleurs. Après, je vais créer mon soleil aussi. Et mon but, ça va essayer de recréer ce lighting-là, en fait, pour éclairer ma scène 3D. Ouais, je pense pas que c'est celle-là que j'ai utilisée, par contre. Mais... Bref, voilà. Ce que je fais généralement, je prends un Skydome qui existe, comme on voit ici. Et après, je vais coller ma photo dessus et faire matcher les deux. Ici, c'est pour un autre ciel, en fait. Je sais pas pourquoi, c'est pas celui que j'ai utilisé, mais c'est le même process que j'ai utilisé, en fait. Donc, on va dire que j'aurais pris, tu vois, ma photo de base ici, et j'aurais collé sur mon Skydome et j'aurais essayé de faire matcher le Skydome à la photo ou la photo au Skydome, quoi. Le but, c'est d'arriver à recréer ce lighting-ci en 3D. Après, une fois que j'ai ça, je vais faire mon rendu 3D et voilà à quoi il ressemble, en fait. Donc, tu vois, sans aucune retouche, il colle déjà assez bien, en fait, au fond que j'ai. On va dire que c'est à 80% là. Et ça fait gagner énormément de temps, en fait. Parce que je vois souvent des gens qui font des rendus très rapides. Après, ils vont passer beaucoup de temps à overpaint, à rajouter les photos par-dessus, à changer complètement le lighting. Personnellement, je préfère passer un peu plus de temps en 3D, vraiment, tu vas faire un lighting qui est au poil, et après faire un rendu, et après, juste l'améliorer, en fait, l'élever encore un petit peu plus. Mais j'aime bien avoir mon rendu qui est 70-80% déjà au résultat final, on va dire. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est mon rendu de base. Et après, ce que je fais, ben voilà, je commence à créer mon background à partir de la photo que j'ai utilisée. Donc voilà, ici, j'ai simplement dupliqué miroir, en fait, pour créer l'autre côté. Tu vois, ça marche, tu vois, donc. Petite astuce du Matte Painter, ça. Exactement. Ça marche, quoi. Il faut juste toujours faire gaffe à la direction de lumière sur les nuages. Mais dans ce cas-ci, vu que mon ciel, il est au milieu, si je fais un miroir, ben, la direction sera juste aussi, tu vois. Ouais, puis t'as plus qu'à casser la répétition et c'est bon. Exactement. Après, je casse ici, je fais un peu plus de réflexion de l'eau, par exemple, sur le sol. C'est toujours un truc super intéressant, ça. C'est un truc en cinéma qu'on utilise, que les réals et les DP utilisent tout le temps. C'est quand tu as un sol ou quoi que ce soit, bah, ajouter des surfaces réflectives, ça rend directement le sol beaucoup plus intéressant, en fait, tu vois. Ouais. Donc ici, dans le fond, j'ai juste peint, je pense, à la main, tu vois, un peu plus d'eau, des trucs comme ça. Voilà, ici, par exemple, je crois que j'ai rajouté une autre photo par-dessus, en fait, qui colle assez bien, juste pour avoir, vu que ça c'est mon point focal, ben, j'essaie de concentrer mes détails à cet endroit-là, en fait, tu vois. Juste rajouter un peu plus d'eau, quoi, ben, ça aide là. Et après, je commence à construire un peu le ciel, bosser un peu les nuages. Je voulais un ciel un petit peu plus couvert, donc voilà, j'ai pris d'autres nuages que j'ai peint par-dessus. Quelques petits ajustements. Après, on rajoute un peu de fumée derrière, tu vois, des trucs comme ça. À partir de là, honnêtement, je suis en freestyle, en fait. Mon but, c'est de rajouter des qualités photographiques à la 3D, si tu veux. Ouais. Donc, je vais prendre beaucoup d'éléments photo et je vais les plaquer par-dessus, si tu veux. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Je me suis rendu compte que je voulais refaire un rendu, en fait. Parce que je trouvais qu'il n'était pas encore parfait. Donc, j'ai ajusté la direction du lighting, tu vois. Ouais, effectivement. C'est pas beaucoup, mais ça faisait une belle petite différence parce que j'avais des beaux code rays, là, tu vois. Donc, parfois, je reviens en 3D pour refaire un rendu, en fait. C'est beaucoup d'aller-venu comme ça dans les softwares. Ah, et ça me prouve encore une fois que tu as vraiment un œil hyper entraîné, quoi. Je pense que c'est une question de prendre le temps, honnêtement, tu vois. Moi, je prends le temps et moi, je suis satisfait des résultats. Donc, c'est sans cesse regarder, parfois prendre une pause, tu vois, quitter l'écran pendant 1 heure et revenir, ok. Et tu regardes ta référence et tu compares sans arrêt, voir vraiment ce qui cloche ou ce que tu peux améliorer pour te rapprocher d'un truc photoréaliste. Ouais. Après, ce que je fais, bon là, ça se voit presque pas, c'est que j'ajoute des textures, en fait, parce que mon texturing est assez basique, en fait. En tout cas, il l'était à cette époque-là. Donc, je fais des textures assez basiques, tu vois. Genre, je sais que j'ai des boîtes en bois, ben voilà, je fais une texture super rapidos comme ça et je vais plaquer ça sur mes assets de façon rudimentaire. Et dans ce cas-ci, je m'en fous si la texture n'est pas parfaite parce que je sais que je vais finir dans Photoshop. Donc, je peux toujours overpaint là où la texture casse, là où c'est pas parfait. Donc, je pense que sur tous mes assets 3D, j'ai peut-être 3-4 textures. J'ai une seule texture de brique qui est celle-ci, tu vois, un truc vraiment mais super basique que je colle sur tous mes bâtiments et pareil pour le toit, les trucs en métal. Après, je fais qu'overpaint, en fait, rajouter des petits détails. Comme ici, j'ai rajouté des persos, je pense. Ouais, tu vois, les minuscules personnages, là, tu vois. Ah, mais j'adore ça dans le matte painting, le petit souci du détail. Mais c'est ça que j'adore aussi, tu vois. C'est là que je m'amuse, en fait. C'est une fois que je me suis bien pris la tête en 3D, bah, je passe dans Photoshop et je commence à m'amuser à rajouter des minuscules détails partout, tu vois. Comme ici, voilà, des petits éléments photo, des lampes, par-ci, par-là, tu vois. Ouais, génial. Alors, cette image-ci, tu vois, elle n'est pas parfaite, quoi, mais ça montre plus ou moins mon process, quoi.
Ouais, pareil, tu vois ici, les textures en plus. Et aussi, voilà, un truc que je fais énormément, c'est ajuster l'atmosphère. Ici, je suis certain que j'ai dû, on va dire, je trouve plus mon mot en français, tu vois, merger, Fusionné. fusionner, c'est ça. Fusionner plusieurs de mes calques, parce que ce que je fais normalement, c'est mettre des calques d'atmosphère, en fait, où je peins très légèrement des ajustements dans le fog et l'atmosphère, tu vois. Ici, voilà, j'en ai un, tu vois. Je sais pas si tu vois la différence. Ouais, je vois, c'est subtil, mais ouais, ça fait C'est sûr, clairement. c'est juste pour aider vraiment la transition entre la CG, la photo, de façon parfaite, en fait, quoi. Donc, c'est les minuscules ajustements de lumière, mais que je fais énormément. Là aussi, ouais, je rajoute ici des éléments photo, par exemple. Et dans ce cas-ci, je pense que j'ai même dû prendre des éléments photo qui venaient de la photo de base que j'ai utilisée. Pareil, encore les minuscules ajustements de fog. On rajoute un peu de fumée, une vignette, comme on dit, tu vois. Donc, tous des minuscules ajustements pour. Et c'est en fait tous ces petits trucs-là qui s'additionnent et qui au final donnent le rendu final, quoi. Ici, un peu de fumée. Ouais, superbe. Encore du fog. Jamais. T'as bien, hein, le fog. Et je crois que oui, à la fin, je m'étais dit, oui, il faut quand même un petit élément d'avant-plan. Donc, je pense que j'ai dû faire une petite grue, tu vois, que j'ai mis ici, qui aide à la compo un petit peu. Voilà, donc ça m'arrive de changer la compo même en cours de route, quoi, tu vois. J'ai pas toujours, tu vois, un process qui est 100% linéaire et parfait, honnêtement, quoi. Donc voilà, quelques post-effects ici. Ici, je sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai dû refaire un autre rendu, je pense. Je pense que c'est encore ça. Ouais, probablement. Et donc voilà, donc encore quelques petits ajustements de couleurs, un petit color grading un petit peu cinématique, tu vois. Donc là, on sort un peu du photoréalisme, on va rajouter un petit peu de bleu dans les ombres. Ouais, clairement. Un peu le contraste pour faire un truc un petit peu plus cinématique. Et voilà, et ça donne le truc final. Donc comme je disais, voilà, si j'avais eu plus de temps, j'aurais réglé la 3D un petit peu mieux pour que ces toits ils sont un peu moins réflectifs sur le truc là, mais ça, c'est plus ou moins mon process, on va dire. D'accord. En tout cas, ça l'était il y a un an. Je pense que si je le refais maintenant, je ferais pareil, mais je pousserais la 3D un tout petit peu plus loin encore, probablement. Donc, surtout au niveau des textures, alors. Ouais, voilà, je ferais des shaders un peu plus complexes parce que je suis plus calé maintenant en 3D, donc je suis capable de faire des shaders qui sont beaucoup plus complexes. Et ça, si tu veux, je peux te le montrer dans cette autre image ici, justement, où j'ai poussé la 3D quand même plus loin. J'espère que j'ai mon rendu 3D de base, mais le principe est le même, si tu veux. Donc, je pars d'une photo de base. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, ouais. Je sais plus si j'avais cette photo-là au début ou après, mais en tout cas, j'avais une référence assez claire de ce que je voulais. Et ouais, voilà, j'ai mon rendu 3D. À partir de là, par contre, voilà. Ça, c'est mon rendu 3D. Donc ça, c'est déjà vachement avancé, quoi, tu vois. Ah ouais, j'aurais même pas deviné que c'était de la 3D, tu vois. Donc c'est pas vachement avancé. C'est pas aussi avancé qu'un mec qui est purement un environnement artiste, donc qui va utiliser que de la 3D. Mais c'est un rendu 3D qui est déjà très poussé. Donc voilà, pour l'eau, par exemple, ben, je me suis vraiment pris la tête à faire des mix de plusieurs types de vagues, des choses comme ça, pour que ce soit vraiment, on va dire, à 90% parfait. Et j'ai des shaders pour les arbres qui sont beaucoup plus poussés. J'ai même fait du fog ici, un peu plus précis en 3D. Donc, ah ouais, directement en 3D, ouais. Ouais, et j'utilise des scans aussi, comme ici, l'arbre. Ici, c'est un scan, en fait, donc c'est super photoréaliste. Donc, ici, c'est déjà beaucoup plus poussé, en fait. Mais le principe est le même, tu vois. Donc, j'ai mon rendu 3D assez poussé. Et après, je fais un ciel, généralement. Et ce qui est assez intéressant, en fait, dans ce cas-ci, je ne sais pas si je vais réussir à le montrer, c'est que j'ai changé d'idée, en fait, en cours de route. Mon but, en fait, au début, était d'avoir un ciel complètement couvert, sans soleil du tout, en fait, tu vois. Donc, j'avais pas, en fait, c'était plus ou moins ça, en fait, mon ciel avant, tu vois. Ouais. Donc, complètement nuageux. Après, je me suis dit, en fait, j'ai envie de quitter le photoréaliste. Il allait vers un truc un peu plus, mais un peu comme les Hudson River Painters, où on exagère un peu, tu vois, tous les godresses, etc. Ouais. Avoir le ciel qui perce dans les nuages et faire un truc qui n'est pas forcément réaliste, mais qui est un peu plus épique. Donc, en fait, j'ai refait un rendu 3D, en fait, où j'ai rajouté un soleil. Je l'ai amené dans mon Photoshop et j'ai juste masqué les endroits où je voulais pas le soleil, en fait. Et je l'ai gardé juste ici, en fait, tu vois. Parce que je voulais qu'il y ait un trou, en fait, dans les nuages. Que l'avant-plan soit quand même toujours dans les ombres, mais que le soleil perce, tout simplement. Et je me suis mis à la recherche, en fait, d'une autre photo, en fait, pour combiner dans mon ciel. Et je suis arrivé à un truc comme ça. Et donc ici, je me suis un petit peu fait plus plaisir en
en 2D, on va dire, où j'ai peint beaucoup plus par-dessus le rendu, en fait, quand même, quoi. Par exemple, pour l'eau, il y a beaucoup de détails qui sont ajoutés en 2D, en fait, tu vois. Ah ouais, effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, c'est un exemple, en fait, justement, où je mets la limite entre la 3D et la 2D, en fait. Et c'est là que tu vois vraiment l'avantage d'avoir un matte painter, en fait. C'est-à-dire qu'un environnement artiste, il va pousser le shader de l'eau au maximum, il va faire toutes les petites vagues, tous les petits rochers en 3D, ça va être superbe, mais ça va prendre un temps fou. Ouais. Tandis que moi, je peux me dire, ok, je vais amener l'eau, le rendu de l'eau à, on va dire, 80%, et après, je sais qu'en quelques minutes en Photoshop, je peux rajouter ce qui me manque, tu vois, avec des photos. Et non seulement ça va aller beaucoup plus vite, mais ça te permet d'avoir une qualité photographique aussi que tu peux rajouter à ton rendu. Mm. Et après, avec des techniques de projection, on peut même arriver à animer ça. Peut-être pas l'eau, parce que bon, l'eau, ça c'est vraiment des simulations qu'on va utiliser, mais tu peux utiliser les mêmes principes quand même dans les plans finaux qui sont animés. Et tu peux projeter ta 2D sur de la géométrie 3D et l'animer en fait. Donc voilà, après je continue avec du fog, ajustement, tu vois, je, je peins des highlights par-ci par-là. Ouais. Fog, voilà, tu vois, par exemple, voilà, ici, j'ai Mm. complètement peint. Et donc voilà, ça aussi, je me suis un peu fait plaisir, tu vois, ici. Voilà, il me dit, j'aurais pu retourner en 3D, tu vois, faire les code rays en 3D, faire le fog en 3D, mais je me suis dit, non, j'ai envie de peindre un petit peu, tu vois. Donc je vais rajouter tout ça en 2D, en fait. Pareil pour. Ouais, je me dis, voilà, c'est une idée que j'ai eue sur le moment. Bah, j'ai envie de faire un truc vraiment dramatique, donc je vais rajouter un peu de pluie qui tombe sur le côté, tu vois. Et entièrement en 2D, donc je tape des photos par-dessus, je peins un petit peu, etc. Donc voilà, je me dis, je vais me faire un peu plaisir pour cette image-ci, quoi. Donc voilà, un petit peu de pluie qui tombe par-dessus le bâtiment, là. Je crois que j'ai fait dans Photoshop, ça aussi, ici, la transparence qu'on voit dans le tissu. Je Ouais. perds même en français, décidément. Transluminescence en français. Parce que j'allais dire translucency, tu vois, en anglais, mais c'est pas ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise, hein. Je pense qu'on parlera plutôt de subsurface patterning. Mais voilà, tu vois, alors, en gros, c'est quand même plus ou moins le même Détail. process. On amène la 3D à 70%, quelque chose comme ça, et après on passe dans Photoshop. Ouais. Ouais, super. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé le process. C'est super instructif. Pas de souci, avec plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser à la suite. Enfin, quelle est la suite pour toi justement? Quels sont les prochains sujets ou les prochains logiciels que tu comptes découvrir ou approfondir? Alors, pour l'instant, je suis fort focalisé vraiment sur vraiment tout ce qui va me servir en gros à faire un film en fait. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps pour l'instant à approfondir mes connaissances justement en 3D. Là où, pour exemple, pour cette image-ci qui est une image fixe, je vais toujours utiliser le même process que j'ai fait jusque maintenant, tu vois, où je vais amener la 3D à peut-être 80%. Mais ce que je fais beaucoup pour le moment, vu que mon objectif est de faire vraiment des films d'animation, avec un rendu très réaliste, ben, pour l'instant, justement, j'essaie de pousser la 3D encore plus loin, en fait, pour ne plus devoir repasser par la 2D. Parce que mon seul objectif pour l'instant, justement, de faire des films, en fait, quoi, tu vois. Ouais. Je dis pas si de temps en temps j'ai envie de refaire une image comme ici fixe, juste pour mon plaisir, je vais toujours utiliser Photoshop. Mais pour l'instant, donc, j'approfondis mes connaissances un peu en 3D, en fait, quoi. Donc, comme j'expliquais, j'essaie de faire des shaders un peu plus complexes. J'apprends à faire des simulations d'eau, des choses comme ça. Je sais pas dire si je peux montrer ça. Je crois que je l'ai quelque part ici. Ouais. Je peux peut-être le montrer, voilà, tu vois. Petite simulation d'océan ici que j'ai fait l'autre jour. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Donc ça, c'est des trucs, tu vois, qui, dans mon boulot de matte painter, normalement, je ne fais pas. Ça, normalement, le matte painter va pas faire. Peut-être si c'est vraiment pur généraliste, il va le faire. Mais donc ça, je le fais pour mon apprentissage personnel parce que j'ai envie d'être capable de faire un film entièrement moi-même, en fait. Ouais. Et j'ai même commencé à faire des tests avec des persos récemment que j'ai fait dans cette brush et que j'ai un petit peu animé, tu vois. Donc ça, c'est ce que je fais sur le côté, en fait. Ah, génial. Ouais, et puis avec la 3D, de toute manière, je crois que t'as jamais fini d'apprendre, quoi. C'est C'est, tellement. ouais, ça fait assez peur d'ailleurs parce que c'est tellement infini et c'est tellement technique que ça peut faire un petit peu peur d'ailleurs. C'est pour ça justement que j'essaye toujours de bien voir où je vais m'arrêter, où je vais poser ma limite, où je vais me dire, OK, là, je vais pas aller plus loin dans ça parce que ça sert à rien. Ça fait beaucoup plus de sens d'aller engager quelqu'un qui est vraiment un spécialiste plutôt que de moi passer 10 ans à apprendre ça alors que je serai jamais aussi bon que ce gars-là. Ouais, ouais. Ah, je comprends parfaitement. Ouais. Alors du coup, je rebondis, je passe à une autre question.
qui, je pense, que beaucoup de gens se posent. Je ne sais pas si toi, tu te l'es posé ou si tu es en recherche de ça. Comment développer son propre style? Hmm. Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est un truc. Je me suis posé cette question-là un petit peu, mais pas plus que ça. Je me suis juste contenté de faire ce que j'aimais bien, en fait. C'est tout. Tu vois? Ouais. Euh, Mais je pense que mon style a émergé de ça naturellement. Enfin, si j'ai un style, je n'en sais rien. Certaines personnes disent que oui, mais je me suis juste contenté de faire ce qui me plaisait, honnêtement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, à mon avis. Après, c'est vrai que si tu as envie d'avoir 1 million d'abonnés sur Instagram, euh, je pense que les gens sont plus attirés par les gens qui ont un style ultra défini, qui font un truc très spécifique. Ouais. Mais ça m'a jamais, je veux dire, importé plus que ça. Moi, je me suis juste contenté de faire ce qui m'intéressait, en fait, c'est tout. Question suivante. Je propose qu'on passe un petit peu sur le sujet vraiment plus professionnel, on va dire, et vraiment comment ça se passe au Ouais, sein justement de ces projets, puisque tu as quand même bossé sur des trailers de jeux vidéo AAA, ouais, sur des films, des blockbusters incroyables que tout le monde connaît et que sûrement tout le monde a vu. ouais. Comment ça se passe sur ces projets? Comment se passe par exemple un projet type, comme par exemple, je sais pas, Jurassic World ou un autre? Comment dire? Alors, ce qui se passe généralement, en tout cas, c'est que on commence avec une petite équipe et on termine avec une grosse équipe, en fait. C'est comme un énorme puzzle qu'on assemble très doucement, en fait, si tu veux. Euh, mais sinon, je veux dire, le travail quotidien, on a chacun nos tâches. Voilà, on a ce plan-ci qu'on doit faire. Le réalisateur veut ceci, alors on fait des meetings, on essaie de trouver le workflow adéquat parce que, comme je dis, il y a énormément de workflows différents, donc c'est toujours une nouvelle stratégie qu'il faut inventer. Mhm. En plus, vu qu'on a de plus en plus d'outils disponibles, c'est un casse-tête parfois pour trouver le bon workflow. Comment ça se passe? Ben, je veux dire, c'est finalement comme n'importe quel boulot, un petit peu. Je veux dire, on vient en boulot le matin, on commence à travailler sur nos plans. Je veux dire, on les construit petit à petit en utilisant les techniques qu'il faut utiliser. Après, on a les reviews quotidiennes avec les art directeurs, les réalisateurs. Et petit à petit, on assemble cet énorme puzzle pour arriver à la vision finale qu'on voit sur l'écran. Je veux dire, c'est vraiment si simple que ça. Et aussi, le truc, c'est que le travail d'équipe est super important. C'est impressionnant quand on voit le résultat final, mais l'équipe est absolument énorme qu'il y a derrière ça. Derrière des films comme Jurassic World, c'est inimaginable le nombre de gens qui ont travaillé là-dedans. Et par exemple, pour tous les plans sur lesquels je devais bosser, derrière moi, il y avait toute une équipe de modelers qui avait recréé à l'identique chaque set, donc chaque décor qui avait été réellement tourné, il est recréé à l'identique en 3D par une équipe de modelers qui est phénoménale. Ils font des layouts, donc ils vont recréer toutes les caméras réelles en 3D. Donc c'est une équipe absolument gigantesque qui travaille là-dessus. Donc ça, c'est assez impressionnant à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Ouais. Chez Axis, sur les trailers de jeu, l'équipe est beaucoup plus petite, mais le principe est quand même le même. Je veux dire, c'est énormément un travail d'équipe en fait. Donc voilà, je dirais au quotidien, c'est un peu comme n'importe quel job. Je veux dire, on vient au boulot le matin, on commence à travailler sur nos plans, pause de midi, je veux dire les reviews, et voilà, c'est un peu voilà. D'accord. Et est-ce que selon toi, c'est un métier difficile? Bah, je sais. Personnellement, je trouve pas. Mais j'entends beaucoup de gens qui disent que c'est très difficile. Je pense que de un, ça ne m'a jamais fait peur parce que j'étais ultra passionné et c'est exactement ce que je voulais faire. J'irais même jusqu'à dire que j'étais absolument certain que j'arriverais à le faire parce que ça me paraissait parfaitement clair. Je savais exactement ce que j'avais à faire et j'avais plein d'exemples de gens qui l'avaient fait et je savais ce que j'avais à faire. Donc, j'avais aucun doute que j'arriverais à le faire en fait, tu vois. Enfin, j'ai eu une période de doute, comme j'ai dit, mais je savais que c'était possible en fait, tu vois. Et vu que j'adorais ce que je faisais, j'ai jamais trouvé que c'était particulièrement difficile en fait. Après, si t'es pas passionné, effectivement, là, ce sera peut-être difficile, ouais, parce que quand tu bosses sur des blockbusters, bon, tu peux faire de très longues heures, honnêtement. Et, euh, et c'est parfois, ce que j'ai toujours trouvé le plus difficile en fait, c'est que toi, tu as parfois une idée de comment un plan doit être, mais le problème, c'est que tu travailles en équipe, donc chacun a son mot à dire. Enfin, c'est le réalisateur qui a son mot à dire au final. Et c'est ça le plus gros challenge pour moi, c'est toujours d'arriver à un résultat final génial, malgré le fait que cela passe entre les mains d'une dizaine de personnes, en fait, par exemple, tu vois. Ah, Donc il y à a ce beaucoup. niveau-là, c'est parfois difficile, en fait, ouais. D'accord. Et sur quel genre de projet tu aimerais travailler? Qu'est-ce qui te ferait rêver?
Écoute, moi, ce qui me faisait rêver, c'est de travailler sur Jurassic Park et je l'ai fait, tu vois. Donc maintenant, ce qui me fait rêver, maintenant, c'est de faire mon Jurassic Park à moi, si tu veux. Ouais, ouais, c'est ce dont tu parlais. Après, j'ai quand même encore quelques rêves. J'adorerais travailler, par exemple, en direct avec Steven Spielberg ou Ridley Scott, donc vraiment être dans une pièce avec lui, tu vois. Mhm. Mais à ce niveau-là, je pense que ce serait plutôt du concept art et plus tellement du matte painting, parce que c'est vrai, quand tu fais du matte painting, tu es en post-prod. Ouais. Donc, tu n'es pas forcément en contact direct avec le réal, même si pour Jurassic World, en fait, je l'ai été, et ça, j'étais super content. Mais ce qui m'intéresserait, je pense, c'est d'un certain moment bosser comme designer sur un film et vraiment dans la petite équipe qui va créer tout le design d'un film depuis zéro. Donc, par exemple, un truc qui me ferait rêver, c'est les sur Avatar avec James Cameron ou un truc comme ça, ou sur un nouvel Alien avec Ridley Scott. Ça, ce serait un truc absolument génial. Ah ouais, je te verrais parfaitement sur Alien, effectivement, vu ton style super atmosphérique, Ouais, ouais. ouais, ça collerait parfaiement. Donc, à Ah, ce niveau-là, justement, du oui, concept art pardon. en fait, aussi, parce que je fais aussi du concept art en fait, quoi, tu vois. Donc, en fait, la plupart de mes travaux perso, c'est plutôt du concept art, je veux dire. Mm. J'utilise des techniques de matte painting, mais c'est plutôt du concept. Ouais, ouais, clairement. Et d'ailleurs, j'adore, hein. Enfin, je suis un grand fan justement de tes concepts, en plus de l'aspect justement photoréaliste. Et tu parlais là de Spielberg, Ridley Scott. Ouais, J'en viens du coup à tes influences. ouais. Est-ce que ce sont que des influences justement du monde du cinéma, des films? Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration, des artistes que tu admires? Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que nos influences sont un peu très mainstream. Ouais, enfin, j'adore le grand cinéma, quoi, tu vois. Donc, Laurence d'Arabie, tu vois, tous ces vieux classiques, j'adore aussi, par exemple. Euh, mais dans le niveau de mon travail, de ce que je fais vraiment, comme je t'ai dit, je suis beaucoup influencé par les Hudson River Painters, par exemple, ou beaucoup de peintres de cette époque-là ou de ce style-là. Et aussi, du coup, de certains matte painters un petit peu plus old school, comme Dylan Cole, qui était lui vraiment à une époque où on utilisait beaucoup de photos et digital painting, en fait. Parce que maintenant, je dois dire que je suis pas du tout, par exemple, intégré ou intéressé tellement par les artistes de maintenant, en fait. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'influence pas forcément. J'adore, mais Mhm. c'est pas là que je vais chercher mes principales sources d'inspiration. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que je regarde pas tellement sur ArtStation ce qui se fait, j'avoue. Euh, je suis toujours influencé par les films de mon enfance, en fait, quoi. Et aussi beaucoup de matte painters traditionnels, par exemple, comme pour ceux qui connaissent Mike Pangrazio, tu vois, ou le vieux travail d'ILM des années 70-80. C'est vraiment tout ce qui a bercé mon enfance, en fait, quoi. Donc, c'est vraiment là que sont mes influences, en fait, quoi. Euh, ouais, donc, tous les vieux films de Spielberg, tu vois, Rencontre du troisième type, tous ces trucs-là, je suis un fan absolu. Après, j'aime bien les trucs un peu différents aussi, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu encore récemment que j'adore? J'adore, en fait, les trucs un peu barrés. Récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Mandy, j'adore, par exemple, tu vois. C'est ce qu'on appelle les art films, on va appeler des films vraiment d'auteur, tu vois, qui ont un style très fort. Donc, j'aime bien tout ce qui sort un peu de l'ordinaire aussi. Mais ce que j'ai tendance à faire, c'est retourner dans des vieux films, et puiser mon inspiration là-dedans, et essayer de le moderniser, en fait, si tu veux, quoi. Ouais. C'est ça que j'aime bien faire. Comme j'ai fait un peu, ben, je peux te montrer mes travaux, tiens, par exemple. Par exemple, tu vois ce travail-ci, ben, moi, mon inspiration principale pour ça, c'est Laurence d'Arabie, en fait. Ça ressemble pas du tout à Laurence d'Arabie, mais j'aime bien, en fait, le désert, tu vois. Je trouve que c'est un environnement ultra cinématique. Donc, en fait, Mhm. mon inspiration pour une image comme ça va pas être un concept art moderne de quelqu'un d'autre. Ça va être regardé plutôt à la cinématographie de Laurence d'Arabie, par exemple, tu vois. Et d'appliquer ça à un thème science-fiction, en fait. Et je pense que c'est ce que font des réals aussi, comme Ridley Scott, justement. Si tu regardes Prometheus, c'est aussi énormément influencé de Laurence d'Arabie, en fait. Il a juste transposé ça dans un thème moderne science-fiction, en fait. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Bah, écoute, si tu es prêt, je propose qu'on arrive un petit peu sur les questions sérieuses, les questions de la fin. Oui. Alors, je pense que cette question-là, ce sera assez vite répondu, puisque tu en as déjà parlé, mais quels sont tes objectifs? Où est-ce que tu te verrais dans l'idéal, dans un monde idéal, d'ici 5 ou 10 ans? Alors, 5 ans, c'est toujours assez tôt quand même, mais on va dire dans les 5 prochaines années, j'aimerais clairement avoir réussi à sortir un court-métrage vraiment de très bonne qualité, euh, d'après une histoire que j'ai pondue moi-même. Et je pense que ça prendra bien 5 ans. Entre-temps, je pense que je vais en sortir d'autres, mais j'aimerais que dans les 5 ans, j'ai réussi à sortir le court-métrage vraiment que je considérais comme
mon premier film vraiment de qualité, si tu veux. Parce que c'est un truc, j'ai jamais fait de film avant, j'ai jamais écrit d'histoire avant, donc c'est un truc auquel, à la base, je suis nul, tu vois. Donc c'est un truc que je dois apprendre. Donc j'ai énormément de travail à faire. Je travaille déjà beaucoup, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et j'aimerais que dans 5 ans, j'ai réussi à sortir un court-métrage vraiment de très haute qualité, qui, j'espère, me permettra d'accéder à un truc plus grand. J'aimerais arriver à faire probablement des films à grosse échelle, tu vois. C'est un truc que j'aimerais faire. Après, c'est vrai que si j'y arrive pas, c'est pas tellement grave. C'est-à-dire que plus que ça, mon but, c'est simplement d'arriver à faire le film que moi j'ai envie de faire, je veux dire, tu vois. Donc si dans 5-10 ans, je suis toujours dans le matte painting ou effet visuel, je vais pas être déçu, si tu veux. C'est juste que sur le côté, je vais continuer à essayer de faire des films aussi. Donc je peux pas dire que mon objectif absolu, c'est d'être réalisateur de long métrage. C'est mon objectif, je veux dire, mais j'ai pas de deadline forcément pour celui-là. Comme j'avais pu avoir une deadline, par exemple, pour Matt Painter, tu vois. Donc voilà, dans 5 ans, j'aimerais pouvoir probablement continuer à faire ce que je fais en tant que Matt Painter, ou en tout cas, peut-être monter un peu plus haut, comme VFX superviseur, quelque chose comme ça. Bosser sur des films, moi j'ai envie de revenir à probablement bosser sur des films, mais j'aimerais surtout avoir réussi à pondre mon premier vraiment bon long métrage, on va dire. Ah bah, je te le souhaite. Et dans 10 ans, bah, pourquoi pas faire des longs métrages? Ouais, je veux dire, j'aurai 44 ans, ça me paraît être un chouette âge pour commencer à bosser sur des longs métrages, ce serait super. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait une chose que tu aimerais faire différemment? Et si oui, laquelle? Ouf. Je trouve que c'est un peu cliché de dire non, si je devais revenir en arrière, je ferais pareil. Ben non, moi, c'est pas vrai, honnêtement. Honnêtement, c'est pas vrai. Tu sais, le temps, il passe, je veux dire, tu vois. Je vais pas mentir. Si je pouvais revenir en arrière et être là où je suis maintenant, à l'âge de 24 ans plutôt que 34, je le ferais, clairement, quoi. C'est pas un truc qui me pèse au quotidien, j'ai envie de dire, mais il y a quand même 10 ans, je veux dire, que je considère pas avoir perdu. J'ai eu des super bons moments pendant les 10 dernières années, en tout cas pendant toutes les années où je me suis pas concentré sur ce que je fais maintenant. Mais si je pouvais revenir en arrière, je pense que je me serais lancé beaucoup plus tôt, clairement. Ouais. Mais bon, après, c'est pas un truc qui me déprime non plus, tu vois. Mais oui, si je devais faire ça différemment, j'aurais commencé plus tôt. J'aurais eu confiance en moi et je me serais lancé beaucoup plus tôt dans ce que je fais maintenant, c'est clair. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, le fait que tu aurais eu confiance en toi. Oui, parce que c'est vraiment ça, en fait. Je te dis, j'ai pas été élevé avec cette mentalité de penser que c'était possible d'arriver à Hollywood, tout simplement, tu vois. C'est pour moi, être en contact direct avec un réalisateur du calibre de celui qui a fait Jurassic World, c'était un truc inimaginable pour moi il y a 5 ans, tu vois. Ouais. Et maintenant, le fait de savoir que ça a eu lieu, ça me dépasse toujours complètement, tu vois. Alors que tout ce qui suffisait, c'est que j'ai confiance en fait. Mais non, c'est possible, tu vois. Plutôt que de dire c'est impossible, ce qu'il faut faire, c'est vraiment dire, OK, il y a des gens qui l'ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont fait? Et tu commences à analyser toutes les étapes, tu vois, et à disséquer en fait ce parcours. Et après, il suffit juste d'avoir confiance en fait. Et suivre ce chemin, justement, ce plan que tu te traces, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et beaucoup de travail. Ouais, forcément, beaucoup de travail. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas y arriver en, en te baladant, je veux dire, les mains dans les poches. Ça, c'est clair. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner, justement, à tout artiste en herbe qui aimerait atteindre ton niveau ou suivre ton parcours? Bah, continue à bosser, je veux dire, et soyez surtout passionné. Franchement, si la passion n'est plus là, c'est qu'il y a un problème, je pense. Si vous arrivez à vous lever le matin en vous disant, OK, si je n'avais pas besoin d'argent, est-ce que je continuerai toujours à faire ça? Alors c'est que vous êtes bon, quoi. Après, si vous vous réveillez le matin en vous disant non, la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'ai besoin d'avoir un métier, de gagner de l'argent, c'est peut-être pas la bonne profession en ce moment-là, j'ai envie de dire. Mais tant que tous les matins vous dites non, j'ai vraiment envie de faire ça, je m'amuse à faire ça, ben, vous êtes sur le bon chemin, je pense. C'est comme un métier qui est super fun, je trouve. C'est génial, quoi. Tous les jours, je vais au boulot et je fais des environnements qui tuent, qui sont super épiques, qui me font rêver. Donc, c'est super drôle comme job. Donc, je pense que tant que la passion est là, c'est le principal. Ok, belle leçon. Donc, c'est passion plus travail, vraiment. J'ai envie de dire peut-être même encore plus ça qu'avoir un objectif clair. Parce que mon opinion sur avoir des objectifs clairs a légèrement changé ces dernières années, hein, honnêtement. Au début, j'étais là, non, il faut avoir un objectif super clair, super précis. Maintenant, ça a un petit peu changé. Je pense que c'est toujours vrai, mais qu'il n'y a rien de mal à être un petit peu dans le doute quand même, quoi, tu vois. Ouais, et puis quelque part, finalement, quand on est à la fois passionné et qu'on bosse, finalement,
Je pense qu'on va faire quelque chose si on fait ça. Ouais, je pense. Ouais, j'allais dire, la vie trouve toujours son chemin, quoi, pour reprendre une citation de Jurassic Park. Ouais, je pense, ouais. Ouais, bonne leçon. Je te propose qu'on arrive aux questions de la fin. Vraiment, les dernières questions, il y en a 3. D'accord. Alors, est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors, la première est sympa. Si les ordinateurs disparaissaient demain, que ferais-tu comme métier ou comme passion? Oh. Je serais déçu, hein, parce que j'adore quand même bidouiller en 3D dans mes ordi là, tu vois. Ça, quelques années de perdu là, ouais. Tout ce que tu as envie. Si ça disparaissait, je trouverais toujours le moyen de faire un truc qui me plaît. Je voyagerais probablement beaucoup, parce que j'adore voyager. Donc, c'est pas vraiment un métier, tu vas me dire. Ça rentre dans la case passion. Il y avait métier ou passion? Peut-être pilote d'avion alors. Ok. Tu vas me dire les ordinateurs, ouais, les avions, on voit les ordinateurs aussi, donc c'est peut-être pas adéquat. Voyager alors. Ouais, voyager. Parcourir le monde, je sais pas moi. Ouais, voyager, tout simplement. Ok. Alors, question un peu plus gratinée. Si tu avais un tableau géant et que tu pouvais écrire un seul message qui serait lu par des millions de gens, qu'est-ce que ce serait? Ah, c'est vraiment une difficile, celle-là. Ouais, je te l'accorde. J'espère que c'est pas trop bateau, mais il y a une citation d'Einstein qui me vient en tête, c'est Imagination is more important than knowledge. Ouais, je dirais ça, mais une petite variante. Peut-être qu'imagination is as important as knowledge. Parce que je trouve que c'est super important de s'instruire, de lire, personnellement, tu vois. Personnellement, j'ai l'impression que j'ai commencé à vivre quand j'ai commencé vraiment, tu vois, à apprendre. Et tous les jours, je suis complètement, tu vois, j'ai des audiobooks qui passent dans mes oreilles non-stop. Et pour moi, ça va de pair avec réussir quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment en lisant, en m'instruisant constamment que j'ai réussi à solutionner plein de problèmes, en fait, dans ma vie, dont trouver ce que je voulais faire, par exemple, et y arriver relativement rapidement. Donc, pour moi, s'instruire, les connaissances, c'est super important. Mais il faut l'imagination qui vient avec aussi. Pour moi, c'est super important de rêver, je veux dire, en fait. Parce que c'est ça que je fais, en fait, au boulot, je veux dire. Je suis dans mon rêve de gosse, en fait, quand je vais au boulot. C'est vraiment ça. Tu vois. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à n'écouter plus que ça que j'ai réussi à faire ce que je voulais, en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans l'année que ce que je voulais vraiment faire, c'est ce que je voulais faire quand j'étais gosse. Ce que je rêvais de faire quand j'étais gosse, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est quand j'ai réalisé que c'est ça que je devais faire que tout est rentré dans l'ordre, en fait, plus ou moins, tu vois. Parce que la seule raison pour laquelle j'ai pas fait ça avant, c'est parce que j'ai eu toutes les merdes, en fait, qu'on peut avoir dans la vie qui sont mis entre ça et ce que je voulais faire, en fait, tu vois. Mais je pense que quand tu te concentres uniquement sur ce que tu veux faire, sur ton rêve, sur ton imagination, ben, c'est là que tu trouves ta voie, en fait. En tout cas, ça a été mon cas comme ça, quoi. D'accord, ouais. Alors, je pense que là, tu as un petit peu finalement pris le pas sur la dernière question, qui était la question suivante, justement. Un dernier conseil pour ceux et celles qui regardent cette vidéo et qui rêvent de réaliser des images aussi époustouflantes que toi, Ouais. ou en tout cas de bosser sur des projets aussi épiques et d'être aussi épanoui. Est-ce que tu as d'autres conseils que tous ceux que tu viens déjà de donner? Ne vous mettez surtout pas de limite, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, quoi. Pas hésiter à voir grand, même très grand, en fait. Parce que ça, c'est un truc qui m'a énormément aidé aussi au début. Mon rêve était tellement démentiel, pour moi en tout cas. Il faut se mettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 5 ans. J'étais nulle part, j'étais vraiment en bas de l'échelle. Et pour moi, je veux dire, l'idée même de bosser sur un film de Spielberg, c'était inimaginable. C'était juste le plus grand rêve de gosse que j'ai jamais eu, tu vois. Et quand je suis arrivé à l'état d'esprit où j'ai réalisé que j'allais faire ça, ça m'a motivé comme jamais. Donc, c'était ça, en fait. Je m'étais mis plus aucune limite, en fait. Et ça m'a aidé énormément. Donc j'ai envie de dire, ouais, c'est ça. Ne vous concentrez que sur vos rêves, en fait. C'est ça, quoi. Ne vous mettez pas de limite. Super conclusion. Je pense qu'on peut pas faire mieux comme fin. Ouais. Donc, je te remercie encore une fois, Merci Steven. Merci beaucoup. C'est surtout moi qui te remercie, vraiment. J'espère en tout cas que ça a été instructif pour tout le monde. Tu as vraiment partagé énormément, que ce soit des conseils, des process, etc. Pour information, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite fortement à aller retrouver et t'abonner au ArtStation de Steven. Voilà, comme ça tu verras ses prochaines sorties. Et puis qui sait, peut-être dans quelques mois ou dans quelques temps, des nouvelles et des infos sur un éventuel court-métrage. Ouais. En tout cas, je l'espère. Et puis,
autre chose, si jamais tu as envie de lui poser des questions directement sur le métier de matte painter ou quoi que ce soit d'autre, sache que Steven, tu peux le retrouver sur digitalpainting.school et tu retrouveras aussi sa galerie sur le site et tu pourras notamment lui envoyer un message privé si jamais tu as des questions. Steven a gentiment accepté justement d'être disponible pour tous ceux qui auraient des questions. Voilà, et bien sur ce, ça sonne la fin de cette interview. Donc merci Steven, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder cette longue vidéo et à très bientôt. À bientôt. Salut. À plus. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.